Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir au Centre des Congrès de Caen. Soyez les bienvenus pour ce meeting de génération pour le lancement de la campagne des Européennes dans le Calvados. Sandrine, militante Génération Pays du Bocage des Rois et membre du Conseil des membres pour quelques mois encore. Avant toute chose, nous tenons à remercier les personnes qui se sont mobilisées pour organiser cette journée, ce meeting, et plus particulièrement Émilie et Thibault, référents du comité Génération Caen, qui ont fait un travail énorme. Merci aux organisations syndicales, aux salariés du CANI et à Madame le maire du CANI qui ont rencontré Benoît Hamon cet après-midi. Merci aux associations, aux représentants des formations politiques présents dans la salle et merci à vous, militants. Pour la seconde fois en quelques mois, nous avons le plaisir d'accueillir Benoît Hamon, fondateur de Génération. En juin 2018, Benoît Hamon était venu à Hérouville-Saint-Clair et nous étions à l'aube de la Convention de Grenoble. Depuis, nous nous sommes dotés de statuts, d'un collectif national. Nous avons deux co-coordinateurs, Claire Monod et Guillaume Ballas. Génération. Nous sommes de gauche, nous sommes écologistes et c'est un projet social, écologique et solidaire que nous porterons pendant la campagne des Européennes avec notre liste citoyenne. Moins de 100 jours avant les Européennes aux enjeux majeurs pour la France et pour l'Europe. Moins de 100 jours pour se mobiliser et faire gagner la gauche et l'écologie. Moins de 100 jours pour dire que nous ne voulons ni d'une Europe ultra-libérale avec Macron, ni raciste avec Le Pen. Et c'est pourquoi... ce soir, Benoît Hamon nous fait le grand plaisir d'être de nouveau avec nous à Caen pour le lancement de notre campagne dans le cadre du printemps européen. À l'heure où Macron propose un revenu d'activité qui consiste à fusionner les minima sociaux sous conditions qui en réalité permettraient de faire des économies, Benoît Hamon nous parlera ce soir de revenu universel et évidemment d'Europe. Vous pourrez nous poser vos questions. On a distribué des petits papiers et vous les conservez bien, on fera un tirage au sort. Et tout le monde ne pourra pas poser sa question. On a choisi le hasard pour mettre tout le monde au même niveau. Avant d'accueillir Benoît Hamon, je vais donner la parole à Bastien Récher et Françoise Sivignon, tous les deux candidats sur notre liste citoyenne pour les Européennes. Notre premier intervenant, Bastien Récher, porte-parole du comité Génération Caen, urbaniste, spécialisé sur les questions du logement. Il veut porter la lutte contre les inégalités en Europe et la transition écologique. Bastien Récher est notre candidat local pour ces élections européennes. Je vous demande d'accueillir Bastien. Merci Sandrine et vraiment merci d'être là ce soir. Pour être honnête, c'est un véritable succès. Enfin, je pense que, voilà, encore une fois, remercier les gens qui ont organisé, mais voilà, je suis très content et très rassuré qu'il y ait autant de monde pour cette élection européenne et le 26 mai, c'est une élection extrêmement importante. Le 26 mai, c'est effectivement une date importante et on a bien vu d'ailleurs quand on a préparé cette réunion et qu'on est allé au contact des habitants que l'échéance européenne, elle mobilisait et qu'elle intéressait. C'est la preuve ce soir. Mais comme à chaque élection européenne, on a toujours la crainte de l'abstention et la crainte du fait que tout simplement les électeurs se détournent des urnes à ce moment-là. La question, c'est encore une fois, à qui la faute? À qui la faute si on a aujourd'hui une montée de l'euroscepticisme? À qui la faute si l'extrême droite au pouvoir, aux portes du pouvoir parfois dans certains pays européens, au pouvoir en Italie par exemple? Qui pouvait imaginer, il y a quelques mois encore, qu'on aurait un gouvernement néofasciste en Italie qui fait comme argument électoral le fait de remettre des migrants à la mer, de repousser des migrants à la mer. Et donc c'est aussi ça la situation aujourd'hui en Europe à laquelle se confronter. Et à qui la faute, encore une fois? Au peuple. La faute pour nous, à Génération, et je pense qu'effectivement c'est quelque chose qu'on partage, c'est d'abord à ceux qui ont échoué, d'abord à ces dirigeants européens qui ont échoué. La montée de l'extrême droite, l'euroscepticisme, tout ça c'est le produit d'une politique de certains qui encore aujourd'hui se prétendent progressistes et qui dans la réalité laissent libre cours au libéralisme le plus brutal. Et ces gens-là qui en même temps font avec le plus grand cynisme, ils mettent en place des politiques qui nient l'humain et nient l'avenir de l'environnement. Pas étonnant que dans ces conditions-là,
effectivement, aujourd'hui, l'enjeu de cette élection européenne, c'est vraiment l'avenir de la construction européenne. L'Europe, ça devait être un espace de prospérité. Et au lieu de ça, elle a accepté un à un tous les traités de libre-échange. Elle est devenue un espace de compétition intérieure et le pivot de la dérégulation mondiale. Dans ces conditions, on a assisté avec une sorte de concordance entre la droite européenne et la social-démocratie européenne à toujours plus de dérégulation, toujours plus de flexibilité, et à la fin, la mise en concurrence des pays contre les autres, des salariés les uns contre les autres, et au démantèlement progressif de l'État-providence. L'espace, ça devait être l'Europe, ça devait être un espace de débat démocratique. C'est ça là aussi la promesse européenne. Et au lieu de ça, on a aujourd'hui, finalement, trop souvent l'impression d'être face à une sorte de parodie de démocratie, avec une technostructure désincarnée et autonome. On l'a vu encore il y a peu de temps, où on voit que notamment certains commissaires européens sont visiblement plus proches de Goldman Sachs que des citoyens européens et que du vote et de l'élection qui s'approche aujourd'hui. Alors oui, effectivement, l'espace européen, c'est devenu un espace aussi d'hypocrisie démocratique. Et ce que je propose, Génération, c'est justement une forme de ressaisissement citoyen. Et c'est d'ailleurs pour ça que la liste qu'on vous présente, c'est une liste citoyenne. Quand on parle de liste citoyenne, ce n'est pas un argument de com. Quand on vous parle de liste citoyenne, c'est tout simplement qu'on a une procédure ouverte pour attirer à nous, justement, des parcours différents et des gens extrêmement différents sur cette liste. Vous trouverez Françoise, effectivement, ancienne présidente d'ONG, vous trouverez des étudiants salariés en galère, vous trouverez sur cette liste des infirmières, par exemple, des agriculteurs. Et cette liste, elle est effectivement à l'image de la mobilisation citoyenne qu'on veut incarner à cette occasion. Et on pense que cette élection européenne, elle est importante. Et que le sujet de cette élection européenne, c'est bien l'avenir de l'Europe. Certains voudraient faire de cette élection un référendum anti-Macron. Moi aussi, je voudrais bien faire de cette élection un référendum anti-Macron. D'autant plus que mon bulletin de vote du deuxième tour, j'ai toujours un peu coincé au fond de la gorge. Et donc, ce serait bien de pouvoir effectivement se dire qu'à la fin de l'élection, on peut changer les choses au niveau de la politique nationale. Mais c'est pas ça l'enjeu. Et donc, nous, à Génération, on a pris l'enjeu avec sérieux. Et ce qu'on nous propose, et ce qu'évoquait tout à l'heure Sandrine, c'est tout simplement une sorte de contrat qui nous engage entre vous et nous, entre les citoyens et donc les gens de cette liste, avec une idée toute simple, c'est qu'on a fait un programme au niveau européen. Et le printemps européen, qui est porté par Yanis Varoufakis, qui sera candidat à la présidence justement de la Commission européenne, le printemps européen, c'est ça, c'est la construction avec d'autres partis en Europe d'un projet européen qui nous permette de défendre les valeurs que l'on porte nous depuis la création de Génération, c'est-à-dire la gauche et l'écologie. Justement, Génération, c'est la gauche et l'écologie, et je voudrais, pour terminer mon propos, vous parler de deux exemples qui me touchent plus particulièrement. D'abord, nous attaquons cette élection européenne avec la conscience qu'il faut répondre à des crises profondes. Je vous ai parlé de crise démocratique, mais il y a aujourd'hui, et on l'a bien vu encore ce matin avec une étude sur la qualité de l'air, on a une crise écologique profonde en Europe, et particulièrement dans les villes. Comment on peut expliquer aujourd'hui qu'à Caen, alors qu'on est à 10 minutes de la mer, on vive aussi dans des pics de pollution, qu'on est à les conséquences justement de la mise en place d'une civilisation du tout automobile encore aujourd'hui? Eh bien, tout ça, l'élection européenne, c'est aussi l'occasion d'essayer d'apporter des solutions. Pourquoi? Parce qu'il y a l'Europe, concrètement, sur les territoires, elle peut faire des choses. Si vous prenez par exemple l'exemple aujourd'hui des travaux que vous subissez tous sur le projet sur la reconstruction du tram à Caen, vous savez que ça a coûté à peu près 250 millions d'euros. Vous savez combien l'Europe a mis au total dans ce projet? Seulement 15 millions, 6% du total. Donc dans ces conditions-là, effectivement, nous ce qu'on vous propose, et c'est ce qu'on a appelé d'ailleurs le Green New Deal, c'est de pouvoir investir massivement dans des projets qui ont un sens pour lutter contre le dérèglement climatique et la pollution. Imaginez ce qu'on pourrait faire à Caen si au lieu d'avoir 15 millions, l'Europe avait pu investir beaucoup plus. On aurait pu avoir une ligne de plus. On pourrait se poser des questions sur la gratuité des transports. Et donc on pourrait amorcer une transition qui permette justement de sortir de cette civilisation du tout automobile pour développer les transports en commun et lutter contre la pollution atmosphérique. Et je voudrais terminer en vous parlant d'une dernière chose. C'est que le rôle de l'Europe aujourd'hui face à la crise migratoire.
Demain, on va rencontrer des associations qui, sur l'ensemble de l'agglomération caennaise, sont obligées de lutter au jour le jour pour faire en sorte que des familles, des enfants scolarisés vivent dans des conditions dignes. Donc on va voir le CAMO, la CIMAD, on va rencontrer des gens qui s'occupent justement des squats attaquants. Et donc, la question aujourd'hui, c'est comment l'Europe fait face à cette crise migratoire qui n'est d'abord et avant tout une crise de l'accueil. Et une crise de l'accueil qui est de la responsabilité aujourd'hui des gouvernements européens. Et c'est absolument indigne, c'est absolument inhumain la façon dont justement le gouvernement français, mais aussi les collectivités locales qui pourraient aussi agir aux côtés de l'État, se saisissent de cette question. C'est absolument anormal aujourd'hui qu'on ait près de 500 personnes qui soient obligées de vivre dans des squats parce qu'il n'y a pas de place d'hébergement, parce que l'État a fermé des places d'hébergement et parce que le maire refuse d'ouvrir des places d'hébergement. Et donc voilà, moi je voudrais terminer justement en saisissant l'occasion d'être face à vous ce soir, en interpellant justement le maire et en lui disant, avec les compétences qu'il a, il pourrait justement mobiliser par exemple le parc social inoccupé dans l'agglomération. Il pourrait faire en sorte qu'il y ait un accueil digne, encore une fois, de familles et d'enfants. Et donc, c'est notre rôle aussi, à l'occasion de cette élection européenne, de dénoncer sans relâche, systématiquement. Et quelqu'un comme Françoise est vraiment extrêmement investie sur cette question. Les conditions d'accueil qui sont des conditions d'accueil inhumaines, et notamment dans notre agglomération. Et donc, vraiment, nous porterons ces valeurs humanistes à l'occasion de cette élection. Et donc voilà, génération, c'est simple, on est viscéralement à gauche, parce qu'on pense que justement le projet de transformation sociale est encore à porter. On est viscéralement écologiste et on pense qu'effectivement ce qui compte aujourd'hui c'est une véritable écologie de transformation et pas une écologie d'accompagnement, une écologie qui s'occupe des grands projets structurants et qui permettent de lutter vraiment efficacement contre le réchauffement climatique. Et puis aussi on est viscéralement humaniste et c'est ces valeurs-là qu'on portera avec vous et pour vous le 26 mai pour l'élection. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Françoise Sivignon, je suis médecin et ancienne présidente de Médecins du Monde. Je me suis engagée récemment auprès de Génération parce que je pense profondément que l'engagement politique peut prendre des formes variées. Alors, pas à Génération par hasard, bien évidemment, parce que dans mon parcours associatif qui est assez long, puisque j'ai 35 ans auprès d'associations dites de solidarité nationale ou internationale, parce que le terrain national est bien évidemment important, j'ai retrouvé des fondamentaux, des valeurs que j'ai défendues et que nous défendons tous. Donc j'imagine qu'il y a des gens qui sont engagés fortement dans les associations et comment vous dire, il y a une complémentarité entre ce que portait Génération et ce que je porte maintenant à travers ma candidature et ce que font l'ensemble des associations de solidarité. La solidarité, c'est pas un vain mot. Je voulais vous dire aussi que, alors j'ai eu par mon parcours l'occasion d'aller voir des terrains qui sont difficiles à voir, par contre, vraiment, des terrains comme le Kurdistan irakien, le Yémen, je rentre juste du Yémen, ou le Bangladesh, avec ce plus grand camp du monde qui reçoit environ 800 000 personnes. On est dans des conditions d'indignité totale, d'infra-humanité, je dis souvent ça, d'infra-humanité. C'est la même chose en France. On a parlé de ces personnes qu'on va aller visiter demain, donc qui sont ici, en proximité. La détresse, finalement la souffrance, elle peut prendre de multiples visages, de multiples environnements, mais les conséquences sur les femmes, les hommes, les enfants sont exactement les mêmes. Et les vecteurs sont les mêmes aussi. Donc ça, je voulais vraiment le partager avec vous, parce que c'est la base de mon engagement. La lutte contre toutes les inégalités, bien évidemment, et bien évidemment, je le retrouve dans la justice sociale, dans tout ce qu'elle comporte, d'engagement de tous, d'individus et d'une collectivité. La deuxième chose, c'est que, comment vous dire, alors, bien sûr, le programme en lui-même est extrêmement engageant et attractif, il est très innovant, et je trouve qu'il met en responsabilité les uns et les autres. Et surtout, il met les personnes au centre du projet. C'est-à-dire qu'on a bien vu comment, avec le contexte social tel qu'il est, les citoyennes et les citoyens, ils ont envie de se saisir des questions politiques. Donc,
ce programme européen, il nous enjoint tous à voter, bien évidemment. Il faudra aller chercher les non-votants, qui sont nombreux, hein, qui étaient nombreux en 2014. Donc ça, c'est vraiment un vrai enjeu d'aller chercher les gens, de les questionner sur les propositions qu'on va présenter, qui sont encore une fois innovantes et extrêmement engageantes. Après, je trouve que... je ne suis pas la seule, il faut expliquer l'Europe. Moi, avant de rejoindre Génération, je la connaissais mal dans le fonctionnement, c'est technocratique, on n'y fait rien, on n'arrive à rien avec l'Europe. Cette image-là, il faut la faire changer. Il faut la faire changer parce que, pour l'instant, il y a 3 députés encore en activité, avec leur mandature qui se termine le 26 mai. À 3, ils ont fait plein de choses. Donc, à, je ne sais pas, 79, on fera beaucoup plus. Et du coup, c'est vraiment faire passer dans l'esprit des gens qui vont voter pour nous que l'Europe, c'est l'étage où il faut être. C'est l'étage où il faut être. Moi, j'ai un certain âge, mais j'imagine bien que, alors j'ai des enfants, j'ai même 2 petits-enfants, c'est le futur qui est devant nous. Et l'Europe, c'est le bon étage, c'est là où il faut être pour faire changer les choses. Alors, évidemment, on pourra parler longuement, mais Benoît le refera, sur qu'est-ce qu'on entend par transition écologique, quelles sont les propositions. En santé, on a plein de propositions. Vous avez peut-être lu l'article qui vient de sortir. Il y aura en France des morts des morts prématurées liées à la pollution de l'air. On est à 67 000 par an. C'est absolument colossal. 92 000 même, je crois. Donc c'est plus que le tabac. Donc vous imaginez le degré d'urgence. Donc il y a vraiment un degré d'urgence à s'engager dans le programme tel qu'il est présenté, donc parce qu'il y a de l'espace et parce que c'est le bon programme pour l'Europe. Un tout petit mot sur l'immigration rapidement, si j'ai le temps. Alors, les politiques migratoires, et ce qu'on a vu se dérouler depuis 2015, c'est juste un naufrage de l'Europe. On ne peut pas le qualifier autrement. C'est une crise politique majeure. C'est l'humanité bousculée à son extrême. On laisse des gens se noyer en mer. Enfin, il y a de temps en temps, on a besoin de le rappeler parce que c'est les conséquences, ces noyés, ces gens qui se noient en mer, qu'on n'a pas su accueillir et protéger. On parle depuis le mois de juin 2018, 850 personnes qui ont pu être accueillies. Donc c'est rien. On est sur des chiffres absolument ridicules, de tout petits chiffres. Donc, et là où cette question migratoire va être instrumentalisée, il va falloir répondre par des chiffres, du factuel. Non, les personnes nouvellement arrivées ne sont pas si nombreuses que ça. Oui, on a les capacités de les accueillir et de les protéger, bien évidemment. Non, ils n'amènent pas de maladie. Et dernier point, ils ne viennent pas greffer la dette publique. Enfin, je veux dire, c'est vraiment leur coût économique n'est pas monstrueux, comme l'a dit récemment Madame Le Pen. Donc voilà, je n'ai pas plus à dire. Non, une petite chose. Comment vous dire je trouve que la proximité des personnes, c'est important. C'est-à-dire que le terrain, bon, moi, je le connaissais bien, puis je vais continuer à le connaître. Donc cette proximité, c'est ça qu'on porte aussi. Proximité avec les personnes, parce que la liste citoyenne, elle est construite avec les citoyens, avec la grande diversité qu'a rappelé Bastien. Je lisais récemment dans un article que la France s'ennuie. Simplement pour terminer, avec le programme qu'on présente, avec l'engagement qu'on a, avec l'énergie qu'on a, on ne va pas s'ennuyer et il faut vraiment mobiliser un maximum maintenant de citoyens, de citoyennes pour venir voter pour ce programme qui propose vraiment une Europe complètement nouvelle. Je vous remercie. Il va maintenant répondre à vos questions et fixer un cap pour l'Europe. Il est le fondateur de Génération, il est notre tête de liste pour les européennes. Mesdames, Messieurs, merci d'applaudir à nouveau Benoît Hamon. Bon, je vous donne la règle du jeu. Bonsoir à tous. Attends que je parle, je ne sais pas qui me... la règle du jeu, elle est assez simple, c'est qu'il n'y a pas de discours introductif, ou peu, sauf les quelques mots de remerciement pour tous ceux qui ont participé à l'organisation de cet événement. Et on va, si vous avez pris un numéro à l'entrée, je vais tirer au sort quelques numéros. La règle est simple, vous faites votre intervention, vous posez votre question s'il y en a une, je réponds, si je ne sais pas répondre, je répondrai
pourquoi pas. S'il n'y a pas la réponse, je passerai à la suivante. Et vous avez un droit de réplique si vous avez envie de reprendre le micro, si vous jugez que l'échange n'était pas satisfaisant. Bon, le but, c'est qu'on ne soit pas que deux à parler toute la soirée, hein, pour celui qui ferait la réplique, donc, mais que ça circule. Mais voilà, donc moi, j'aurai l'occasion, je pense, à travers les questions que je vous poserai, de pouvoir vous dire quel est le sens de notre engagement, et en tout cas du mien et de celles et ceux qui m'accompagnent dans la liste que nous avons construite, avec Génération, mais aussi avec des gens qui n'en sont pas, et fort heureusement, pour les européennes. Mais on va parler aussi de bien d'autres choses, de ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays, de ce qui se passe à gauche, de l'Algérie si vous le souhaitez, bref, de tout ce que vous voulez. Voilà le principe, et je commence tout de suite par tirer... C'est parti. Bon, alors je suis en fait le responsable de l'antenne locale du mouvement européen. Comme c'est une intervention par rapport à des élections européennes, il me semble qu'il était de bonne politesse de venir à votre rencontre, ce que je ferai aussi demain pour un de vos adversaires politiques, mais pourtant amis. Alors la question que je me pose par rapport à l'Europe, c'est comment va-t-on gérer l'accueil des djihadistes? Vous savez que la société française vit un certain nombre de tensions par rapport à une part de sa population qui s'est trouvée engagée auprès d'État islamique. Un certain nombre d'individus, à la suite de circonstances historiques particulières, donc sont susceptibles de rejoindre le territoire national, puisqu'ils ont la nationalité française. Le même phénomène se pose pour un certain nombre de pays européens. Comment assumer correctement, moralement, cette situation qui appelle un certain nombre d'interventions très critiques vis-à-vis de l'accueil dans la société française? Et plus précisément, comment gérer posément, moralement, l'accueil des enfants, de ceux qui sont partis combattre au nom de convictions religieuses et politiques? Comment faire en sorte que nous soyons à la hauteur de cet événement? Je vous remercie. Merci. Dans l'espace européen, pas simplement. Oui, même si, en l'occurrence, ça relève des décisions d'États souverains, de savoir si, à l'égard de leurs ressortissants partis combattre à l'étranger, et parfois coupables de meurtre, d'actes terroristes, de quelle façon on se comporte. Moi, le principe est le suivant, c'est que je considère que nous avons affaire à des ressortissants français, donc ils sont français, passibles d'être punis selon la loi française, et s'ils ne sont pas aujourd'hui ou emprisonnés ou l'objet d'un procès dans d'autres pays, ou si, comme c'est le cas aujourd'hui, dans une partie du Kurdistan syrien et irakien, on ne souhaite pas les juger là-bas, je considère qu'ils doivent être jugés ici. Jugés ici pour la responsabilité qui est la leur et qui justifie des poursuites de la part de l'État français pour s'être rendu complice d'actes terroristes, et d'actes terroristes dont un certain nombre d'entre eux ont eu lieu sur le territoire français. Et pour ce qui relève de leur famille, je ne parle pas selon le degré de complicité, en tout cas pour les adultes, je parle des femmes ou le cas échéant qui auraient pu participer à des opérations terroristes, elles doivent faire l'objet de poursuites selon la loi française. Par contre, pour les enfants, ma réponse est extrêmement simple, ce sont des petits Français. Alors on peut ne pas aimer leurs parents, mais on n'a pas à les rendre responsables, eux, à 2, 3, 4, 5, 6, 10 ans, des actes de leurs parents. Voilà, première chose. Donc, l'ASE et la protection de la jeunesse, elle est extrêmement précise pour les mineurs. Nous devons protection à tout enfant qui, s'il n'a pas dans ce pays une famille en capacité de l'accueillir, doit recevoir la protection et le bouclier de l'État et de la nation. Et donc vis-à-vis d'eux, quand on peut penser, et légitimement d'ailleurs leurs parents, quand ils seront, s'ils revenaient en France, seraient jugés, quoi qu'on pense de ce qu'ont fait leurs parents, ces enfants sont des enfants, et des enfants français doivent être accueillis, je le dis sans aucune naïveté, et il faut se tenir à l'écart dans ces affaires-là du jugement moral que l'on peut porter sur l'acte de tel adulte ou tel adulte. Les lois, elles sont faites pour ça. Les lois, elles sont faites pour dire qu'en l'occurrence, là, il y a des principes, et parmi ces principes, le fait qu'un enfant français doit avoir la protection
de la nation dès lors que ses parents ne sont plus capables, ne peuvent plus lui assurer cette éducation et cette protection. Et en l'occurrence, au regard des actes absolument ignobles parfois qu'ont commis leurs parents, le fait qu'ils soient ou morts, ou en prison, ou susceptibles d'être enfermés et punis en France, mais il est logique et naturel que ces enfants soient rapatriés le plus vite possible et bénéficient bien de l'éducation et de la protection qui est celle de la nation, qui sera le meilleur rempart, d'ailleurs je le dis, l'éducation et la protection de la nation contre toute tentation d'imiter ou de singer ce qu'auraient pu faire leurs propres parents. La question européenne. C'est difficile de parler à la place d'autres États sur l'attitude qu'ils entendent avoir. Moi, j'observe que sur ce point, il me semble, je vais être assez avare en compliment, je ne sais même pas si je vais faire un compliment, mais à l'égard du gouvernement, mais il me semble que sur les principes, le gouvernement soit prêt à l'égard des enfants à les accueillir, que d'autre part, il y ait aujourd'hui une position au Quai d'Orsay qui consiste à dire que pour les Français djihadistes, il faut pouvoir, les juger ici, les incarcérer ici, quand aucune solution satisfaisante n'existe ailleurs. Il me semble que sur cette question-là, pour le peu que je connaisse des intentions du gouvernement, ça aille dans le sens qui est celui du respect de l'état de droit et des libertés et des droits fondamentaux. Voilà, je ne mettrai pas de critique particulière là-dessus. Si par contre, parce que la question européenne, elle se pose davantage sur la gestion, ça a été évoqué par François Sémillon à l'instant, de la crise humanitaire et de la crise de l'accueil et de l'hospitalité que connaît l'Europe à l'égard de ceux qui sont candidats à la migration, pour moult raisons, les conflits, la pauvreté, la détresse économique, la détresse climatique. Là, par contre, nous avons atteint un niveau d'indignité, la France, la République, je crois jamais atteint. Jamais atteint. Ce que fait Macron est pire que ce que n'ont jamais fait aucun président de la République avant lui en matière d'accueil, d'hospitalité et à l'égard de personnes en danger. On atteint, sous la Ve République, je crois, des sommets d'indignité, et la décision prise par le président de la République française de fermer les ports français à l'Aquarius, ce bateau d'SOS Méditerranée qui portait assistance à des personnes en danger dans la Méditerranée, on parle d'assistance à personnes en danger. Nous avons fait exactement la même chose que le fasciste Salvini, qui est sur les clips de la République en marche, comme l'indignité absolue en Europe. Pour un migrant sauvé par SOS Méditerranée en Europe, il n'y avait pas de différence entre Macron et Salvini. Pas de différence. On a raconté toutes les histoires qu'on veut, il n'y en avait aucune. Et il n'y en a pas davantage aujourd'hui. Pas davantage aujourd'hui. Peut-être qu'on parlera tout à l'heure du débat européen. Il y avait aussi la volonté de parler aujourd'hui d'un autre sujet, puisqu'on voulait, un peu en lien avec le débat européen, qui est celui du revenu universel, qu'on va continuer à porter, parce que toutes les élections sont bonnes pour avancer sur de bonnes idées, de belles idées. Et ce que je veux simplement dire, c'est que moi j'ai été très frappé de la lettre d'Emmanuel Macron aux Européens. Emmanuel Macron propose de remettre à plat Schengen. Ça, c'était avant à l'extrême droite de Sarkozy. C'est la libre circulation des individus remise en cause par un libéral. La preuve qu'aujourd'hui, les libéraux aiment la libre circulation des biens, des marchandises et des capitaux, un peu moins celle des individus, on l'avait compris depuis quelque temps, mais ce sont des reculs assez incroyables sur le plan intellectuel et idéologique de la part de ceux qui se posent comme les défenseurs du projet européen, mais je déborde du sujet, donc je ne veux pas trop digresser, donc on en reparlera un peu plus tard. Si vous voulez, si j'ai une question, sinon je voudrais pour dire un deuxième mot. Alors, je bascule sur... J'ai vieilli, désolé, j'ai même un cordon, on le reproche, c'est devenu un papy, mais bon. 26, c'est 23, 26 mots. C'est monsieur, ici, deuxième rang, là, le costaud. Bonsoir à toutes et tous, bonsoir Benoît. Je m'appelle Christophe et j'ai commencé à regarder évidemment le programme de Génération et j'étais un peu interpellé par le terme de fédéralisme. J'ai l'impression
l'impression, alors je comprends l'idée qu'il y a derrière, l'europhilie, le fait de considérer que c'est la bonne échelle pour agir. Enfin, j'adhère avec tout ça. Le terme fédéralisme me gêne un peu, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il n'est plus possible, qu'il vient trop tard, presque. Et je me demande, on en a beaucoup parlé, je me demande aussi comment on fait concrètement pour pouvoir agir ensemble en Europe avec, effectivement, vous l'avez rappelé, des gens comme Salvini, des gens comme le président hongrois, enfin, voilà, avec des conservateurs ou extrémistes qui sont de plus en plus portés au pouvoir aujourd'hui en Europe. Bon, fédéralisme. Est-ce qu'on abandonne l'idée d'un véritable progrès politique et démocratique en termes d'intégration de l'Europe, au motif que la somme des dirigeants européens est quand même un peu flippante, conservateurs, libéraux, nationalistes, et honnêtement, c'est quand même, où vous tournez la tête, il y a quand même pas beaucoup de raisons d'espérer. Est-ce qu'il faut abandonner cette perspective parce qu'on la jugerait finalement à court et moyen terme presque utopique par les fédéralismes aujourd'hui, au moment où tout le monde veut reprendre ses billes et ne reparle que finalement d'essor de seulement la souveraineté nationale, que la bonne échelle ce ne serait plus l'Europe, ce serait la nation. Il y a quelque chose d'anachronique. Moi je pense qu'au contraire, c'est bien parce que le moment politique dans lequel nous sommes nous fait courir le risque d'un démantèlement de l'Europe, d'un abandon des coopérations entre les États, finalement une forme de renoncement à progresser en termes d'intégration, qu'il faut fixer cet objectif-là. Alors, il peut paraître utopique, mais vous connaissez la métaphore autour de l'utopie, c'est l'étudiant qui interroge le sage et qui dit à son professeur, mais je ne comprends pas, vous nous parlez tout le temps d'utopie, mais chaque fois que je fais 2 pas en avant, l'utopie recule de 2 pas. Chaque fois que je fais 10 pas, l'utopie recule de 10 pas. Dites-moi, professeur, mais à quoi donc sert l'utopie? Et le professeur lui répond, à avancer, à marcher, en l'occurrence. C'est pour ça qu'il faut avoir comme objectif cela. Mais pourquoi est-ce qu'il faut l'avoir encore plus? Rendez-vous compte où nous en sommes aujourd'hui en Europe. Au cœur de l'Union européenne aujourd'hui, des dirigeants politiques sont en ce moment même en prison et traduits devant des tribunaux au motif qu'ils ont voulu démocratiquement appeler à l'autodétermination de leur peuple. Je parle des Catalans, quoi qu'on pense de l'indépendance de la Catalogne, il y a quelque chose d'incroyable à voir ces femmes et ces hommes traduits devant des tribunaux, quand l'Espagne n'a jamais traduit dans les tribunaux les dirigeants historiques du fronton. On constate aussi en Europe qu'aujourd'hui, des droits fondamentaux, des libertés qu'on croyait essentielles dans nos pays, même si elles n'étaient pas partagées dans toute l'Europe, commencent à être menacées. Menacées pourquoi? Parce que la pression conservatrice est forte sur le droit à l'IVG, sur le droit à disposer de son propre corps, sur l'égalité femmes-hommes, quand des pays, par exemple, comme la Pologne, s'apprêteraient à remettre en cause les conditions pourtant ultra restrictives qui sont celles du droit à l'avortement aujourd'hui dans un pays comme celui-là. Là encore, une liberté fondamentale dont on voit qu'elle est menacée. Les migrants, on en disait un mot, mais les migrants, qu'on comprenne bien, les pauvres parmi les pauvres, si ceux-là, finalement, on se dit, sont tellement loin de nous, ils sont finalement pas si nombreux, leur droit n'est plus tout à fait notre affaire, après tout, on a déjà assez de soucis ici, on ne va pas commencer plus à s'occuper de toute la misère du monde. Si on ne voit pas que ces gueux parmi les gueux, ces petits, tout petits, qui n'ont aucune arme pour nous faire changer d'avis, sont nos frères et nos sœurs en humanité, qu'on ne comprend pas, que les droits qui sont les leurs, chez nous, ceux-là, parce qu'ils sont tout petits, ces droits-là, celui de demander l'asile, si on ne les préserve pas, si on ne les protège pas, ce minimum de droits comme un trésor, eh bien là, on ouvre la porte à la remise en cause d'autres droits qui sont les nôtres, comme le droit de manifester, parce que la loi anti-presseur
qui donne le droit au préfet de vous interdire d'aller manifester. Mais prions pour que Le Pen ne soit pas un jour au pouvoir. Elle n'aurait même pas à changer la loi pour nous empêcher, nous, demain, de manifester. Il n'y aurait qu'une circulaire à passer auprès des préfets pour nous désigner comme potentiellement dangereux pour l'ordre public. Préventivement dangereux. C'est quoi cette affaire? Vous croyez qu'on a besoin d'une loi pour interpeller des gens qui cassent? Mais absolument pas. Tous les instruments existent pour interpeller, prélever, comme disent les policiers, ceux qui cassent, les traduire en justice en comparution immédiate. On n'a rien besoin de plus. Alors pourquoi faire cela? Sinon pour restreindre encore un certain nombre de libertés fondamentales. Ne voyez-vous pas aujourd'hui, justement, que partout en Europe, un des sujets, une des questions, on s'en rend même plus compte parce qu'on la vit tous les jours, nous. Une des questions centrales qui est posée, ce sont fondamentalement celles de nos libertés. Pas seulement celle de circuler, mais celle de pouvoir, comme citoyen, participer au débat public, manifester, s'exprimer, accueillir un étranger et ne pas être désigné comme délinquant quand on porte assistance à une personne en danger. Cédric Héroux, c'est un ami, je suis très heureux que ce soit un ami, traduit par l'État français en justice moult fois. Parce qu'il a fait quoi dans la vallée de la Roya? Il a organisé l'accueil de mineurs, de majeurs qui couraient pour échapper au fait d'être attrapés, renvoyés en Italie, renvoyés chez eux. Il les a accueillis comme un être humain accueille un autre être humain. Et il est traduit en justice pour délit de solidarité. Délit de solidarité. Alors on l'a annulé dans le précédent quinquennat, mais dans la réalité aujourd'hui, les procédures qui sont ouvertes contre lui, contre les militants, contre les citoyens. Je vais en prendre un autre exemple. J'étais il y a quelques mois à Ouistreham. Il y a des gens formidables à Ouistreham. Moi je ne connaissais pas Ouistreham, mais qui, à Ouistreham, s'organisent. Il y avait les Restos du Cœur, il y avait le collectif des habitants, je ne sais plus comment c'est, Camo pardon, hein, pas Coma, ça aurait été un peu bizarre. Camo, c'est mieux. Et donc, il y avait des gens, mais des papis, des mamies, des jeunes, on leur demande rien, ils ne demandent aucune médaille, aucune gratification, même pas passer dans le journal. Ils font ça parce qu'ils jugent que leur devoir d'être humain à l'égard d'autres êtres humains, c'est d'accueillir. Eh bien, ce que je veux simplement vous dire, c'est que aujourd'hui, quand on parcourt la France et qu'on va dans ces lieux différents, on a toujours les mêmes témoignages. Et ces témoignages disent, l'administration française aujourd'hui se débrouille pour que des mineurs ne se voient pas reconnaître la minorité, mais soient désignés comme majeurs pour qu'il n'y ait pas d'obligation justement de protection à l'égard des mineurs. On s'entend dire qu'on organise les choses de façon à ce que les personnes n'ouvrent pas de dossiers de demande d'asile pour qu'ils ne puissent pas jouir de leurs droits, bref, en clair, qu'ils ne soient pas dans des procédures. Quand on en est là, objectivement, interrogez-vous sur nos libertés. Parce que ce sont nos libertés qui sont aujourd'hui en jeu. Et c'est la raison pour laquelle je reviens à la question que vous avez posée, parce qu'au fond, le projet européen aujourd'hui est menacé de l'intérieur, à la fois, vous l'avez dit, par le projet libéral, mais aussi par l'idéologie nationaliste d'extrême droite. C'est bien parce que ce projet est menacé comme une forme de mâchoire qui l'enserre qu'il faut aujourd'hui porter un projet qui dessert la mâchoire. L'objectif fédéraliste, moi je le dis, je suis un fédéraliste, j'aimerais qu'il y ait un budget fédéral, j'aimerais qu'il y ait une administration, je la propose d'ailleurs, j'ai vu que Macron reprenait mon idée, bon, le deuxième point avec lequel je vais être d'accord, ce sera le dernier, mais il reprend mon idée, alors c'est vraiment le coucou qui s'installe dans le nid des autres, c'est vraiment incroyable. Prenez un oiseau, Macron c'est le coucou, il arrive, il se pose et c'est juste, vous dites, mais c'est mon nid, il dit bah oui, non mais c'est le mien maintenant. Et voilà, et donc on a proposé nous, moi j'étais ministre de la consommation, j'avais une administration qui s'appelait la DGCCRF, formidable. Les gens ils font la répression des fraudes, ils ne seraient pas là, je peux vous assurer qu'il y aurait un paquet de transactions et de contrats qui seraient à votre détriment et le préjudice que vous subiriez de la part de certaines entreprises serait considérable. Alors ils aimeraient faire plus, ils aimeraient avoir plus de moyens, d'ailleurs au passage, l'État français diminue de 10% les effectifs de la répression des fraudes dans les 3 ans à venir. Donc toujours les mêmes qui vous disent on se protège, attention, moins 10% dans les effectifs, autant vous dire que vous allez le sentir vous dans la qualité des relations que vous aurez au moment de consommer avec certaines entreprises, commerces en ligne, etc., etc. Je ferme la parenthèse.
Toujours pour vous dire que sur ce modèle-là, moi j'ai proposé qu'il y ait une administration européenne, un corps de contrôle sanitaire et environnemental, parce qu'il n'existe pas partout des administrations comme la DGCCRF, qu'il y en ait un au niveau européen, qui puisse avoir la capacité ou de contrôler la loyauté des transactions, ou de vérifier que sur le plan environnemental, sur le plan sanitaire, on a bien aujourd'hui une alimentation de qualité qui respecte des principes, etc. etc. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait améliorer concrètement, relever d'un État fédéral demain, d'une puissance publique européenne, une capacité à agir, à contrôler, à être utile et à finalement nous améliorer la vie. Bon, j'observe que Macron a repris l'idée. Bon, c'est bien c'est bien qu'ils reprennent cette idée-là, mais ça pourrait participer demain de ce que peut être une administration, ou en tout cas une vraie puissance fédérale européenne. C'est très facile à faire, on n'a pas besoin de changer les traités, rien du tout. D'ailleurs, la plupart de nos propositions, il y a deux, vous le verrez, elles sont sur deux terrains. Nous, on pense que les traités ne sont pas bons, qu'il faut les changer. Donc ça, je le dis, parce que, bon, je veux bien qu'on se raconte des histoires. Moi, j'ai jamais été pour qu'on garde les traités. J'ai dit, il faut les changer, mais comme on ne les changera pas du jour au lendemain, il faut que, quand on héritera le lundi qui suit l'élection européenne, on sera dans les traités actuels, il faut bien qu'on dise ce qu'on fait en attendant de les changer. Donc il y a deux temporalités à cette élection. L'objectif de démocratiser l'Europe en changeant les traités, et puis tout ce qu'on peut faire avant de les avoir changés. C'est ça, la politique et le projet de génération du printemps européen. C'est d'être dans cette double temporalité, qui ne consiste pas simplement à dire « Ok, les traités sont pas bons, il faut les changer, c'est vrai, mais en attendant, on va faire quoi ?» Là-dessus, on sera interrogé, parce qu'en attendant, on peut produire des règlements qui interdisent le glyphosate, pas besoin de changer les traités. On peut parfaitement avoir une politique de la Banque Centrale Européenne qui vienne financer la transition écologique par sa création monétaire, pas besoin de changer les traités. On peut parfaitement créer un corps de contrôle sur sanitaire environnemental, pas besoin de changer les traités. Mais il faut quand même changer les traités. Donc là, notre raisonnement, il est assez simple d'ailleurs au passage, il est de dire, oui, l'Europe est férocement libérale, dirigée par des gens férocement libéraux et conservateurs, et servie par des traités, une constitution très mauvaise. C'est vrai. La France est dirigée par un homme férocement libéral, avec une majorité férocement libérale, et une constitution de la Ve République très mauvaise. Nous ne proposons de quitter ni la France ni l'Europe, mais de faire de la démocratie, de la gauche et de l'écologie dans les deux. Alors, on passe à rouge. Ça va inspirer quelques-uns. Hein. 7 rouge. Je ne vois pas là. Il y a madame. Bonsoir. Du coup, j'ai une petite question qui est peut-être un peu plus pratique et institutionnelle. Comment vous pensez au niveau européen et surtout parlementaire réussir à prendre des mesures pour l'accueil en fait, des migrants? Parce que c'est que la Commission européenne a imposé des quotas que les pays n'ont absolument pas respectés. Donc est-ce que, comment faire en fait pour contrer un peu la souveraineté des États Bon, c'est vrai qu'il y a une chose qui est vraie, c'est que l'intergouvernemental en Europe, ça ne marche pas bien. Parce que vous avez... je vais répondre à la question, mais j'en profite pour prendre l'exemple, mais Macron croit beaucoup à l'intergouvernemental. En gros, entre États, on s'arrangerait et il fait plus confiance dans ce marchandage-là, cette négociation-là, ou ces compromis entre États, que dans le Parlement européen, dans lequel il croit assez peu. D'ailleurs, il ne croit pas davantage au Parlement national, si ça vous a... Depuis 2 ans, ça vous avait échappé, ça paraît assez clair. Et donc, la démocratie parlementaire, au fond, c'est pas trop son truc. Et puis d'ailleurs, quand vous voyez singer Versailles, Bonaparte, on a eu la totale depuis 2 ans quand même. Hein. De ce point de vue-là, c'était quand même assez incroyable, quoi. Bon, et chacun ses névroses, en tout cas, son truc, c'est voilà, l'ancien régime, l'Empire, tout ça. Chacun son truc. Donc, il n'est pas trop parlement. Et dans l'intergouvernemental, on pourrait se dire, voilà quel garçon qui aime beaucoup, justement, négocier, quels sont les résultats? On est tellement respecté aujourd'hui, la France, hein, en Europe, tellement respecté, tellement redouté, que l'État néerlandais, en cachette,
rentre en force dans le capital de la compagnie nationale aérienne. C'est qu'on doit faire peur à vachement de monde. Hein. Non, mais on n'avait jamais vu ça en Europe. Ce sont des pratiques qu'entre États européens qui coopèrent, collaborent en théorie, on n'avait jamais vu. Alors, le ministre, tenez-vous bien, le ministre de l'économie et des finances néerlandais a quand même été reçu par Bruno Le Maire, qui fait peur à tout le monde, manifestement. Hein, c'est aux fonderies du Poitou, à Ford, bientôt, hélas, à la sucrerie de Cagny. On va voir s'il fait peur à qui que ce soit. J'aimerais qu'il fasse un tout petit peu peur à ceux qui décident de se débarrasser d'une partie de leur outil industriel uniquement pour des raisons financières. Mais M. Le Maire a donc reçu le ministre néerlandais et lui a dit oh, on n'est pas du tout content. Très bien. Le ministre néerlandais a dit oui, c'est vrai, mais il ne se retire pas, il faut toujours au capital. Et donc on va faire quoi? Un groupe de travail. Donc là, on est rassuré que ça marche bien l'Europe, maintenant le groupe de travail après. Donc, en clair, la méthode intergouvernementale, elle ne fonctionne pas. Et elle trouve particulièrement, et là vous avez raison, à exacerber les égoïsmes sur la question migratoire. Parce que sur la question migratoire, chaque État est aujourd'hui, sauf au début, l'Allemagne. Reconnaissons à Merkel, au départ, elle a une attitude, et l'Allemagne a une attitude remarquable. Dans la première vague, qui était la plus importante d'ailleurs, de migration liée au conflit syrien-irakien, l'attitude de l'Allemagne était à cette époque exemplaire. Je me souviens encore, juste avant les primaires, de Manuel Valls allant expliquer à Merkel, donc, le type qui est censé être de gauche, ça je vous remettez, pour vous dire que les gens ne comprennent plus rien, c'est assez normal. Hein. Le type il est censé, donc la France, la gauche, donc il va en Allemagne, la droite conservatrice, et il lui dit, non mais arrêtez avec les migrants, il faudrait quand même être un peu responsable. Et là, il y a un truc qui... Bon, ben, on a eu la confirmation qui était mélangée depuis longtemps, mais c'est pas grave, mais ça a été confirmé ensuite. Mais c'est fou, quoi. Après, aller dire où sont les repères, plus personne ne peut en avoir. Mais quoi, aujourd'hui? La plupart des États sont tous sur un agenda national qui est de dire, si j'ouvre les portes, il y aura un appel d'air. Vous l'avez entendu, Cazeneuve l'a dit, pas d'appel d'air, avant Cazeneuve, tous les premiers ministres, de gauche, de droite, etc. C'est la théorie selon laquelle, à partir du moment où vous accueillez dignement, tout le monde vient chez vous. Jamais vérifié nulle part. Jamais vérifié nulle part. Comme il n'a jamais été prouvé, voire même le contraire, que le fait de fermer des frontières, finalement, filtrait ou arrêtait l'immigration. Ça n'est pas le cas. Le fait de dire vous ne rentrez plus n'empêche pas les gens de rentrer. Qu'est-ce qui change? Vous ne savez plus qui rentre. Mais ça rentre. Mais clandestinement. Alors ça rentre des fois pour aller en Angleterre, quand les gens vont à Calais ou Istréam en espérant passer de l'autre côté, mais les gens rentrent quand même. Donc cette théorie et de l'appel d'air et de la fermeture des frontières, tout ça est inefficace. Quelle est la fonction de cela? C'est de parler à l'opinion, une opinion qui a peur, en disant, bon promis, on ne s'occupera toujours pas de vous, mais on vous promet qu'on vous rajoutera pas des pauvres. Je fais vite, mais grossièrement c'est à peu près ça. Bon, vous, débrouillez-vous, il faut être responsable, vous coûtez un peu de dingue, mais on vous promet qu'on ne rajoutera pas des pauvres supplémentaires, des pauvres en plus qui traînent dans la rue, des Syriens, on ne sait pas, il y a peut-être des terroristes parmi eux, etc., etc. Chose par ailleurs pas fausse, hein, il y a des vraies problématiques de sécurité qui peuvent se jouer, mais aujourd'hui, ce qui matrice fondamentalement les Européens, c'est on ferme les frontières. Et là, d'ailleurs, ça se voit, et que la volonté politique, elle s'exprime. Quel est le seul corps de fonctionnaires ou d'intervention de l'Europe pour lequel on a mis de l'argent? Frontex. Frontex, c'est quoi le contrôle aux frontières de l'entrée des étrangers sur le territoire européen? Là, on met de l'argent. Pour fermer, on met de l'argent. Preuve qu'on peut parfaitement aujourd'hui mobiliser des ressources et construire des politiques publiques européennes. La seule nouvelle politique publique européenne tangible depuis 10 ans, c'est le contrôle aux frontières et la fermeture des frontières. Donc il y a une forme d'entente aujourd'hui des États à fermer. Alors vous dites comment est-ce qu'on peut changer ça? C'est aussi difficile que de convaincre Macron d'ouvrir, hein, de convaincre tout le monde d'ouvrir les frontières, mais surtout, au-delà d'ouvrir, c'est pas la bonne notion, d'assumer notre devoir d'hospitalité. Nous, on est sur la table quoi? 1. Révision du règlement de Dublin. Dublin, c'est quoi? C'est une hypocrisie absolue. C'est vous êtes pris en charge par le pays par lequel vous êtes rentré. Alors, autant vous dire que les pays
méditerranéens, ils se retrouvent avec un poids. La Grèce n'a pas un sou, l'Espagne bientôt, l'Italie, ils se retrouvent à prendre en charge un fardeau qui est beaucoup trop lourd pour leurs épaules. Deuxième solution, indigne et honteuse, mais ça c'est le quotidien de l'Europe aussi, on sous-traite aux Turcs, contre 2 milliards, le fait qu'ils débrouillent avec les étrangers pour ne pas les faire rentrer, ils les gardent chez eux, comme ça, nous, enfin, un joli chèque à Erdogan, dont on dit, ah là là, il est très dangereux quand même, c'est pas un démocrate, il est crypto-islamiste, etc. Ça c'est ce qu'on dit, mais on lui fait quand même un gros chèque pour prendre en charge les Syriens. Les Français, grande classe aussi, hein, Emmanuel Macron. Quelles sont aujourd'hui, où est-ce qu'on constate les plus grandes violences? De la part des gardes-côtes libyens ou des prétendus fonctionnaires et police ou militaires des deux États libyens, en plus on ne sait pas qui dirige ce pays, qui se livrent à des exactions et des violences contre les étrangers, ou contre les candidats aux migrations, viols, assassinats, violences, esclavage, on a la totale. En complicité avec des réseaux de passeurs, donc des mafias. Qu'est-ce que nous avons fait, la France? Nous savons cela, tout le monde le sait. Qu'est-ce qu'on a fait? Pour qu'ils fassent un peu mieux leur boulot et soient encore plus efficaces, on vient de leur vendre, non, de leur céder 6 navires, justement, pour qu'ils puissent continuer à faire ce travail-là et ce salut. Donc c'est de l'hypocrisie de A à Z. Alors comment on fait? Changer le règlement de Dublin, ça suppose de dire que désormais, ça n'est pas simplement le pays par lequel vous rentrez qui est celui qui doit tout assumer, notamment en matière de procédure d'asile. Deuxième mesure, nous nous sommes favorables, et je le défendais dès l'élection présidentielle, à un visa humanitaire, qu'on ne jette pas les gens à l'eau au risque de mettre en danger leur vie quand ils sont candidats à l'asile. Troisième mesure, sur le modèle allemand, on fasse en sorte que quand il y a une demande d'asile, on puisse très tôt, au bout de 3 mois, permettre aux gens de travailler, parce que plus tôt ils travailleront, plus tôt ils s'intégreront, plus tôt ils apprendront la langue, et plus facilement ils partageront ce que sont la culture, les valeurs de la société dans laquelle ils souhaitent s'intégrer. Donc, il faudrait augmenter les moyens donnés aux associations qui font de l'alphabétisation, alors qu'aujourd'hui ils diminuent. Il faudrait augmenter les moyens au centre d'hébergement d'urgence, arrêter de demander aux travailleurs sociaux dans les centres d'hébergement d'urgence de trier les gens qui viennent chercher un toit entre les légaux et les illégaux et remettre en cause, là encore, une liberté, un droit fondamental, au droit inconditionnel à l'accueil qui existait avant, défendu par la Fondation Emmaüs, défendu par la Fondation Abbé Pierre, défendu par Aurore, par Médecins du Monde, par toutes les grandes ONG, et remis en cause par la circulaire Collomb. Et vous avez, tenez-vous bien, vous avez vu cette photo-là, je vais vous la faire comme 2 secondes, Macron, qui se met comme ça. On a vu. Il y avait un SDF. Enfin, il y avait un photographe aussi quand même. Donc, très belle photo. Cette année, 57 millions d'euros en moins pour le centre d'hébergement d'urgence. Fin de l'histoire. Jolie photo, mais il a raison d'aller enchuver de la personne. Parce que il y a moins d'argent pour les centres d'hébergement d'urgence et une condition de prise en charge par les associations des personnes françaises ou étrangères, peu importe. Elles trient pas. Vous croyez qu'à Emmaüs, on est là à dire écoutez, donnez-moi vos papiers. Ben non, on ne trie pas. Parce que par définition, on ne peut pas trier. Sinon, on ne ferait pas ces missions-là. Sinon, on ne s'engagerait pas pour la solidarité. C'est un non-sens. On devrait l'humanité ou l'hospitalité en fonction de la nationalité des gens, voire même du fait qu'ils sont détenteurs de papier. C'est devenu fou. Et le pire, c'est François Sévignon le dit, il disait avant moi, c'est que tout ça ne concerne pas des dizaines, des centaines de milliers de personnes. En fait, on est sur epsilon. Bon, mais tout se fait autour de l'idée que si j'exprime trop de solidarité à l'égard de ceux-là, je serai sanctionné électoralement par un électorat qui aujourd'hui me réclame de l'ordre, de la fermeté et de la fermeture des frontières. Je vais vous dire, il n'y a pas 36 000 manières de changer. Je pense qu'au fond, il y a une vraie... il y a indiscutablement une radicalisation de l'opinion sur ces questions-là. Si sur ces questions fondamentales, il n'y a pas des gens pour prendre la parole, notamment quand il y a des élections, comme des élections présidentielles, et dire ce que je viens de vous dire. On était combien à dire ça? Si nous, on ne se bat pas sur ces questions-là,
Si on ne pense pas que c'est important, si on le met juste en fin de programme et qu'on n'en parle jamais dans le discours, c'est une figure imposée, on est de gauche, on est quand même, on doit dire 2-3 trucs, mais qu'au fond, on n'en parle pas systématiquement comme une question importante, qui n'est pas la question qui va préoccuper tous les jours nos compatriotes, mais qui est une question importante parce qu'il y a quelque chose qui relève aujourd'hui d'une indignité qui frappera toute la nation si elle persiste. Je pense que là, on ne mène pas la bataille qu'il faut mener. Et donc, ma réponse, elle est peut-être insatisfaisante par rapport à ce que vous attendez, mais c'est que c'est au cœur du Parlement européen, au cœur des élections, que cette bataille, qui est une bataille culturelle, de changer la conception qu'on a de l'altérité, c'est là qu'elle doit être menée. Parce qu'au fond, les gouvernements, qui sont lâches et hypocrites sur ces questions-là, ne répondront qu'à l'injonction des peuples à demander à leurs élites d'être à la hauteur du comportement des citoyens dans la rue. Parce que les citoyens dans la rue, eux, sont certainement plus dignes que le président de la République quand il se met à genoux devant un SDF et lui enlève les moyens de pouvoir être protégé de la rue. Alors on passe au jaune. Alors là, c'est ticket, hein. Juste ticket jaune, mais si vous êtes gilet jaune, il n'y a aucun problème non plus. 24 jaunes. Yellow 24. Il n'y a pas? Alors, je reprends un autre. 9 jaunes. Non mais la team Yellow, ils sont partis. Je continue, moi j'assiste. Hein. On avait dit que c'était pas un thème, il n'y a pas le thème du revenu universel en fait. 12. Jaune, toujours jaune. 12 jaunes, 9 jaunes. Ah. Bonsoir. Ma question est assez simple. J'aimerais savoir si vous pensez que la décroissance est la solution à la catastrophe environnementale. Dans certains secteurs, d'abord, je vais essayer de faire une réponse complète. Moi, je pense, je l'avais dit pendant l'élection présidentielle, moi j'ai fait partie de cette génération qui a été intoxiquée à la croissance. J'étais persuadé que par des politiques alors dites de gauche, de relance, par le pouvoir d'achat, par le salaire, par la demande, par l'investissement, faire de la croissance assurerait qu'on aurait de l'emploi, que les gens iraient mieux, et que la croissance du PIB était la clé pour l'amélioration du sort du plus grand nombre. Je n'y crois pas. Je n'y crois plus, notamment parce que je pense qu'aujourd'hui, d'abord cette croissance, on ne la fait pas. Elle n'est pas là. Et même quand on l'a fait, elle ne se traduit pas par une réduction des inégalités, on le fait avec un prix écologique qui est devenu un prix insoutenable. En clair, la consommation d'énergie nécessaire, l'utilisation de ressources fossiles, tout ce qu'il faut pour aller chercher un décile de croissance et tout ce que cela fragilise pour notre avenir à court terme, quand je parle de notre avenir à court terme, je parle de notre capacité à coexister sur cette planète, que le coût écologique aujourd'hui d'un point de croissance dans un pays développé comme le nôtre est tel qu'il justifie en tout cas qu'on ait une politique économique et une politique pour assurer le bien-être, la cohésion sociale, qui, sur les questions économiques, soit radicalement différente de ce qu'on a fait auparavant. Ça veut donc dire qu'à mes yeux, la question du critère écologique est devenue centrale. Toute décision économique doit être appréciée et jugée à l'aune de son impact écologique et social. C'est souvent la même chose d'ailleurs, hein, l'impact écologique et social. Qui c'est qui est contraint de manger une alimentation bourrée de pesticides, très peu équilibrée sur le plan nutritionnel? C'est plus modeste. Qui vit à proximité des enfants scolarisés, à proximité des grands axes routiers où vous bouffez de la particule fine tous les jours? Les plus modestes. Qui vit dans des passoires énergétiques, c'est-à-dire des grands immeubles mal isolés dans lesquels la facture d'électricité est la plus énorme et où en plus peuvent se développer toutes sortes de maladies liées à l'humidité? Les plus modestes, etc., etc. Qui n'a pas d'autre choix que de prendre une bagnole et de circuler au diesel et d'aller loin, de faire des longs trajets entre son domicile et son travail? Les plus modestes. Et au passage, toute petite parenthèse, à ceux-là, hein, à qui on dit
Il faut être mobile, il faut être responsable, il faut vouloir aller chercher le boulot de l'autre côté de la rue, là, comme disait au petit jeune. En l'occurrence, c'est pas à l'autre côté de la rue, c'est à 50 bornes général, il y a encore un minimum. On dit ça, il faut être mobile, il faut être responsable, la Startup Nation, quoi, vous avez compris, il faut être compétitif, messieurs, dames. Et une chose, et on supprime les transports publics en milieu rural, qui étaient qui sont parfois le seul moyen, le train en l'occurrence, de pouvoir se déplacer à plus de 50 km. Et simultanément, on fait une réforme de l'indemnisation chômage qui prévoit qu'on sera radié des fichiers de Pôle emploi si on n'accepte pas une offre d'emploi loin de chez soi, encore faut-il pouvoir y aller, et si on n'accepte pas une proposition d'emploi qu'on juge raisonnablement conforme à votre vœu, c'est-à-dire même si c'est en dessous de vos prétentions salariales, de votre salaire d'avant, pas conforme à ce que votre formation, il faut quand même l'accepter, sinon vous êtes radié. Vous vous rendez compte où on en est? L'État a demandé, j'arrête ma parenthèse, 3 milliards d'euros d'économies sur l'indemnisation des chômeurs. On vient de faire, je ne veux pas répéter à l'infini, mais tout le monde le fait, mais les plus de 4 milliards de recettes de l'ISF qu'on a jetées, avec 4 milliards, on changerait l'hôpital public, on ferait plein de choses. Il n'y a pas que là qu'on peut, à mon avis, faire de la répartition des richesses, il faut que vous ayez quelques idées après si vous voulez. Mais en l'occurrence là, on demande en plus aux chômeurs et donc aux organisations qui gèrent le système de chômage dans ce pays de faire 3 milliards d'euros d'économie. C'est d'une indécence totale. Donc, bon, je ferme ma parenthèse, je reviens à la croissance et à la décroissance, si madame va dire que je triche. Donc moi, je suis favorable à des politiques qui soient appréciées en termes de choix économiques à l'aune de leur impact environnemental. Comment on le fait sur le plan institutionnel? De manière assez simple. Déjà, moi je l'avais proposé dans la présidentielle, en ayant désormais un vice-premier ministre qui est en charge des questions de transition écologique, et en faisant en sorte que toutes les réunions dites interministérielles, qui sont celles où on tranche et on arbitre telle ou telle politique, se fassent non pas à l'aune d'un critère d'emploi en général assez fragile et d'un critère de dépenses publiques qui est celui des objectifs qui sont fixés au niveau national et européen, mais qu'on fasse avec en plus le critère de l'écologie et de l'impact environnemental. Une fois qu'on a dit ça sur le plan institutionnel, nous, la proposition qu'on met sur la table est la suivante. On considère que, sans être apocalyptique, ce que je redoute moi un peu dans le moment, il n'y a pas d'écologie possible compatible avec les politiques libérales. Ça, je le dis avec un petit clin d'œil à mon copain Yannick Jadot, parce que je n'ai pas bien compris ce qu'il raconte en ce moment sur le sujet. Ou alors, si c'est pour écouter Cohn-Bendit qui dit qu'il faudra qu'on s'allie entre les Verts et la République en marche, je dis Hulot a essayé. Hulot a essayé. Il est parti. Et en disant une chose assez simple. Si. Il aurait pu le savoir avant, parce que d'abord il avait voté pour moi, donc je n'ai pas moi bien compris pourquoi il allait faire le ministre de Macron, mais le constat est au moins clair. Il dit il n'y a pas de transition écologique possible compatible avec un agenda libéral. C'est tout, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Et l'idée que si on a un écologiste un jour dans un gouvernement de droite, un écologiste dans un gouvernement de gauche, il y aura toujours un écologiste pour éviter qu'il y ait trop gros dégâts, ça ne marche pas. Alors, regardez Gorigi. Il sert à quoi? À rien. Donc ça ne marche pas. Et ça ne marchera pas plus, tout aussi brillant soit Yannick, je l'aime bien moi en plus, mais on me l'a changé pendant l'été, je sais pas ce qui lui arrive. J'ai été secoué, mais voilà, donc ça ne marchera pas. Donc moi je pense qu'il faut déjà poser le principe selon lequel il faut changer la nature des politiques économiques mises en œuvre. Alors, une fois que j'ai dit ça, nous sommes favorables à ce que la politique de quantitative easing, qui est celle de la Banque Centrale Européenne, qui crée la liquidité monétaire tous les mois, et plusieurs dizaines de milliards par mois, soit mobilisée pour financer ce qu'on a appelé un Green New Deal. Au fond, l'idée c'est une relance par la transition écologique. En disant cela, n'ayons pas en tête le New Deal à la Roosevelt qui était fondé seulement sur l'investissement, la demande, et au bout du compte, un modèle économique qui était celui de la consommation et du consumérisme. Du productivisme du côté de l'entreprise et du consumérisme du côté du citoyen. Parce que de ce
ce modèle-là est né une forme de régression qui est considérée que les citoyens sont d'autant plus heureux qu'ils peuvent s'acheter un troisième frigo, une deuxième bagnole ou finalement des biens de production qui leur sont inutiles, mais par contre ont un impact environnemental absolument négatif et problématique désormais pour nous tous. Donc, le Green New Deal, c'est pas la relance par la consommation, c'est la relance par la transition écologique. En clair, il y a des secteurs dans lesquels il faut accepter d'être décroissant, le charbon par exemple, l'automobile tel que ça fonctionne aujourd'hui et le diesel, et des secteurs dans lesquels il faut doper et muscler les conditions dans lesquelles on se dote des instruments, de la sobriété, d'efficacité énergétique, de mobilité propre, etc., etc. Voilà la réponse, c'est que je pense que, en fait, on ne peut pas dire on est décroissant complètement parce qu'en fait on n'est jamais, ou alors il est encore plus absurde de dire on est pour la croissance à tout prix, parce que la croissance, vous savez, le PIB, ça prend en compte en Angleterre l'économie de la prostitution par exemple. Ça prend en compte toutes sortes d'économies qui sont sales, aucun impact positif pour la cohésion sociale ou pour les gens, et donc c'est pas un bon indicateur. J'ajoute que, au fond, le sujet c'est la répartition. Or, la répartition des richesses dans toute l'Europe est de plus en plus inégalitaire. Donc la croissance, elle ne nous protège ni de la pauvreté, ni de la croissance des inégalités. Et c'est ça qu'il faut interroger aujourd'hui. C'est la mobilisation, ou la façon dont on mobilise la richesse qui existe à des fins d'intérêt général. Et je pense évidemment au financement de la transition écologique. Et je vais prendre deux exemples extrêmement simples. Puisque le président de la République s'est attaché à ce que passe entre les gouttes, toujours les mêmes, c'est-à-dire les grandes entreprises françaises et les plus grandes fortunes, qui au moment où il écrit aux Français, il écrit beaucoup d'ailleurs Macron, il écrit aux Français, il écrit aux Européens, si vous liez des lettres, vous êtes servis, quoi. Et il y en a beaucoup pour vous. Mais il dit, mais on ne touchera pas à la répartition des richesses. Alors là, autant vous dire que les Gilets jaunes, en tout cas ceux qui étaient les plus impliqués, avaient raison de dire que c'était une mascarade. Si vous ne touchez pas à la répartition des richesses, de facto, vous ne changerez rien à un modèle de développement qui est un modèle de développement mauvais, évidemment négatif sur le plan environnemental, mais également négatif sur le plan social. Alors, deux propositions que je mets sur la table. Alors, on va dire que c'est les deux propositions au grand débat national, rien que sur la question, les trois, sur la question de la fiscalité dite écologique. Nous proposons à Génération un ajustement carbone aux frontières. Tout produit qui rentre chez nous, plus il vient de loin, plus sa contribution carbone est mauvaise, plus il est taxé. C'est simple, et ça va financer directement la transition écologique et l'univers. Ce sera un instrument de protection de l'Europe contre un libre-échange qui est un libre-échange qui se fait au détriment des grands équilibres de nos écosystèmes, de la biodiversité et au profit du réchauffement climatique, au dérèglement du climat. Première proposition, l'ajustement carbone aux frontières de l'Europe. Deux propositions, cette fois-ci nationales. Comment se fait-il qu'Emmanuel Macron, dans sa grande science et intelligence, n'ait pas eu l'idée de substituer à une taxe qui pesait uniquement sur le plan de diesel, une autre taxe qui était de dire quel est le principal contributeur, finalement, au réchauffement climatique, qui s'enrichit le plus par l'extraction, aujourd'hui, et l'exploitation de ressources fossiles? L'entreprise Total. Si vous voulez un contributeur négatif et ultra négatif au climat, c'est l'entreprise Total, qui s'approprie un commun, un bien commun. Les ressources sous terre, au nom de quoi sont-elles privatisées par une entreprise qui décide, par sa technologie, d'en faire l'extraction et de la commercialiser ensuite? Et au nom du fait que Total exploite un commun, il est parfaitement justifié qu'on imagine aujourd'hui, pour elle comme pour d'autres, mais commençons par les entreprises françaises, une contribution spécifique à la lutte contre le dérèglement climatique qui aurait largement pu couvrir les recettes attendues de la taxe carbone telle qu'elle était imaginée par le gouvernement. Deuxième proposition, que je mets sur la table, qui finance les projets d'investissement d'énergie fossile? Les banques françaises qui ont augmenté leurs projets d'investissement dans les hydrocarbures et diminué, tenez-vous bien, leurs projets d'investissement dans les énergies renouvelables. De la même manière, est-ce qu'on considère que ceux qui mettent l'argent indispensable à ces nouveaux projets d'extraction d'hydrocarbures ou d'exploitation d'hydrocarbures n'ont pas à payer une contribution spécifique? Bien sûr que si.
pollueur-payeur. C'est bien le principe qu'on a affirmé. Eh bien, BNP pollue. C'est peut-être la petite banque qui, je sais pas quoi, ils sont tout verts maintenant en plus BNP. Mais comment c'est la banque qui... ils ont des slogans, en plus c'est toujours écolo, c'est incroyable. D'ailleurs, il n'y a plus un produit qui n'est pas vert maintenant. Mais, eh ben, pollueur-payeur, BNP pollue. Crédit Agricole pollue quand il finance ces projets-là. Eh bien, nous avons là une possibilité, une ouverture. J'en parlais avec Bernie Sanders, vous le connaissez sans doute, c'est ce candidat à la présidence américaine que j'ai rencontré il y a un peu plus d'1 an et demi, avec lesquels on avait eu un échange sur nos propositions respectives, d'ailleurs avec des vrais points communs, légalisation du cannabis, aussi le prône, et je redis que c'est une bonne idée, revenu universel sur lequel ils viennent, nous y étions en premier, mais ils y viennent, la question de la protection des communs et d'une fiscalité spécifique qui pèserait sur des entreprises privées qui s'accapareraient l'exploitation d'un commun de l'humanité, autant de sujets sur lesquels la réponse elle est planétaire. Et c'est plutôt positif que de voir que les progressistes et écolos américains et les progressistes et écolos européens défendent les mêmes idées. Ça progresse, il y a des ponts qui sont des ponts politiques. Bon, bah c'est dans ce sens-là qu'il faut aller aujourd'hui. C'est dans ce sens-là qu'il faut aller, et c'est la raison pour laquelle moi je le dis, j'ai pu être l'essentiel de ma vie jusqu'ici intoxiqué à cette idée que la croissance allait tout résoudre. Je n'y crois plus. J'ai fini ma cure de désintox, je vous le dis par ailleurs, et je suis absolument convaincu aujourd'hui qu'il faut choisir un autre modèle économique et un autre modèle de développement. 20 jaunes. Il n'y a pas de vin jaune. 17 rouges. Il existe ou pas le 17 rouge? Là, monsieur. Les devant Émilie. Bonsoir monsieur. Je m'appelle Abdelaziz, je suis étudiant en droit. Ma question est la suivante. Que pensez-vous aujourd'hui des personnes qui vont, par exemple, aux opposants particulièrement de droite, vous coller l'étiquette d'un idéaliste, d'un utopiste, et qui finalement votre programme ne peut pas s'installer dans la réalité. Voilà. Merci. Merci. Bon, ça, c'est quand ils sont gentils. Là, j'ai eu droit à une valeur actuelle qui m'a mis en une de valeur actuelle, que je n'aurais jamais imaginé un jour. Avec Équipe Plenel et Tariq Ramadan, on prend bien le rapport. C'est les islamo-gauchistes, donc il faut que vous compreniez que vous avez tout juste échappé au fait que toutes les femmes sont d'un côté, tous les hommes de l'autre, parce que moi, il serait comme ça. Bon, c'est ridicule évidemment, mais on en est là quand même dans la droite française et qui n'a jamais été très attachée à la laïcité, nous le savons. Ce qui est dommage, c'est qu'à gauche, sur la laïcité, on a perdu comment dire, l'esprit de la loi de 1905. Je ne veux pas ouvrir le débat là, mais c'est un beau débat, celui de la laïcité de la loi de 1905. Je suis frappé de voir combien de dirigeants de gauche, aujourd'hui, ne savent plus ce qu'est la loi de 1905, ce qu'elle dit, et n'ont jamais lu, lisez-les si vous avez le temps, les débats incroyables, formidables de l'époque à l'Assemblée nationale, et le compromis qui s'est construit autour de la loi de 1905 entre ceux qui étaient des anticléricaux, anti-religieux, ceux qui étaient par contre des religieux et qui voulaient que la religion continue à peser et à influencer la loi de la République. Ce compromis historique avec lequel nous avons vécu et qui vivra encore 100 ans, pour peu qu'on respecte les grands principes de cette loi-là et qu'on se souvienne ce qu'elle est, c'est une loi qui a permis la sécularisation des religions, qui permettra aucune... Honnêtement, en fait, c'est le bijou de la République. Et quand je vois aujourd'hui des gens qui vous parlent de laïcité, qui vous dites, mais attendez, de quoi vous parlez là c'est pas ça qui est dans la loi. Ça n'est pas ça qui est dans la loi, ça n'est... Bon bref, je suis frappé. Donc voilà, du coup je me suis retrouvé en une valeur actuelle, ça c'est les moins gentils, quand il y en a encore des moins gentils, puis il y a les gentils qui peuvent dire que je suis utopiste. Alors, je pense que ça touche essentiellement à une proposition que je fais, c'est celle du revenu universel. Non et en fait, c'est pas la plus compliquée.
Et je voudrais vous en convaincre, c'est pas la plus compliquée à mettre en œuvre. D'abord, je vous le dis aussi clairement que cela, il y a des gens qui passent des journées à expliquer que c'est impossible. Je vous le dis, retenez-le ici, c'est inéluctable. Il y aura un revenu universel d'existence dans ce pays qui sera créé comme nouvel étage de la protection sociale pour des milliers de raisons. Donc, le fait aujourd'hui qu'on mesure que le travail, ça n'est pas que l'emploi. Nous vivons dans une société où on résume votre travail, donc votre contribution à la richesse économique, mais aussi au lien social, au fait que vous produisiez dans une entreprise. D'ailleurs, pour une part qui vous revient, de plus en plus faible, puisque vos salaires stagnent et qu'on diminue et que votre retraite est de moins en moins assurée. On est d'accord? Mais le travail, ce ne serait que ça. Et vous avez des libéraux. Bah, je ne pense pas, moi. Hein. Je suis d'accord avec le monsieur qui dit non, non. Mais jusqu'ici, on vous dit oui, le travail, c'est important. Mais moi, je n'ai jamais dit que ce n'était pas important, le travail et l'emploi. Parce que c'est vrai que par le fait qu'on travaille, qu'on a un emploi, on a le sentiment de participer à l'effort national, à la création de richesses, et on tire une forme d'estime de soi d'y participer, d'être utile. Mais on peut être aussi très utile, pardon de le dire, sans être dans l'emploi. Les centaines de milliers de bénévoles qui travaillent, mais qui ne sont pas dans l'emploi. En fait, je ne l'ai pas dit, on est en tandem. On a un binôme. Je vous dis salut fraternel. Et ceux-là, ils ne sont pas en emploi, mais ils travaillent. Ils n'attendent pas d'ailleurs un salaire, mais la reconnaissance de leur contribution positive au lien social. Ne parle-t-on pas d'ailleurs de travail domestique? C'est bien que c'est du travail. Moi, je ne suis pas pour qu'on donne un salaire maternel, mais je suis pour qu'on reconnaisse que le travail ne peut pas se résumer à l'emploi. Première chose. Or, on constate quoi? Et là, je vous l'affirme parce que ça, c'est très amusant. Les libéraux, là-dessus, on les sent moins à l'aise. Je vous fais très vite, vous écoutez plusieurs d'entre vous, j'imagine, de Dominique Seux sur France Inter le matin. C'était bien quand il y avait Bernard Maris pour lui apporter la contradiction, c'était quand même bon. Mais il n'y a plus personne maintenant. Et en plus, pour Bernard, pour des raisons abominables que vous connaissez. Mais Dominique Seux, il vous dit, mais bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire de fin du travail? D'ailleurs, François Hollande était d'accord avec lui, il a fait un truc à Sciences Po, il a dit oui, je ne suis pas pour la fin du travail. Il n'a jamais dit ça. Ben, c'est marrant que ni Dominique Seux, ni François Hollande n'aient lu ce que j'ai dit dans la campagne présidentielle. Pour l'un, c'est quand même plus inquiétant que pour l'autre. D'ailleurs, mais au passage, c'est la parenthèse. Mais bon, j'ai jamais dit ça. Je constate seulement, à partir d'études très documentées, contredites par aucune autre étude, qu'aujourd'hui, pour produire tout ce dont l'humanité a besoin, il faut moins de travail et moins d'emploi. Que la révolution numérique accélère un processus qui est celui de la réduction du temps de travail. Alors, les libéraux, ils sont forts pour ça, ils disent « Oui, mais attendez, on a besoin de plus en plus d'heures de travail, etc. » Vous voyez, oui, parce que l'humanité a augmenté en nombre. Mais la réalité, ce dont chacun d'entre nous a besoin, il faut moins d'heures de travail pour satisfaire chacun d'entre nous qu'il n'en fallait auparavant. En masse, en volume, oui, il y a plus d'heures de travail, mais pour satisfaire les besoins de chacun d'entre nous, on a besoin de moins de travail. Première chose, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que des tâches qui étaient des tâches ingrates, difficiles, qui produisaient des maladies, de la souffrance, ne seront plus nécessaires. Pourquoi? Parce que la révolution numérique crée de l'intelligence, des machines, des robots, qui vont se substituer à un travail qui est un travail très dur. Ça, c'est la bonne nouvelle. La question est, comment le progrès technologique est utilisé à des fins de progrès social? Comment est-ce qu'on en tire collectivement une amélioration de nos vies respectives, chacun d'entre nous, mais en même temps une amélioration de notre vie en collectivité? Et c'est là où nous posons la réponse à débattre. Et du revenu universel comme un moyen d'assurer à chacun un minimum pour vivre, équivalent au seuil de pauvreté, mais un complément
ses revenus tirés du travail ou de la retraite, qui lui permettront d'être beaucoup plus autonome qu'il ne l'est aujourd'hui, notamment par rapport à celui qui lui verse son salaire. Et comme une façon de tenir compte d'une société qui évolue et se transforme, au point que le temps qu'on va passer en dehors de l'emploi dans nos vies va être de plus en plus important et qu'il est donc parfaitement légitime et justifié que l'on reconnaisse l'existence de ce temps, d'un temps qui est utile à la collectivité et qui doit faire l'objet d'un revenu minimum pour vivre et pour exister. Voilà ce que nous posons comme principe. Alors, c'est utopique. Pour quelle raison ce serait utopique? Parce qu'on dit la marche elle est trop haute, monsieur Allemand, vous vous rendez compte? Ce serait l'équivalent de 20% du PIB qu'il faudrait consacrer au revenu universel. Si vous le faites à 800 €, que vous le démarrez dès la naissance en plus jusqu'à la mort, on est sur une mesure qui est une mesure insoutenable sur le plan économique. Quelle est la part du PIB consacrée par la France à la création de la sécurité sociale en termes de transfert de richesse en 1945? La proportion de notre PIB qu'on a consenti, c'est un transfert de richesse, hein, c'est pas un prélèvement sur les caisses de l'État. Quand on a créé l'assurance maladie, les retraites, avec la montée en puissance de la sécurité sociale, supérieure à ce qu'il faudrait aujourd'hui pour créer un revenu universel de 750 à 800 € par an. Ça veut donc dire que l'argument économique, il existe, il n'est pas infondé, notamment parce que nous sommes dans une économie mondialisée et qu'il faudrait tenir compte de ce facteur-là, mais que ce n'est pas un argument suffisant pour expliquer que le revenu universel, on ne peut pas le faire. Donc ça n'a rien d'utopique. La question, elle est le choix que nous faisons, est-ce que nous décidons de nous doter d'un nouveau pilier de la protection sociale, c'est tenant compte du réchauffement climatique, de la révolution numérique, comment nos sociétés se protègent, s'adaptent, contribuent à l'émancipation et l'épanouissement des individus à partir de nouveaux instruments. Constatez aujourd'hui que la Sécu telle qu'elle a existé ne nous protège pas de l'ubérisation du travail, ne nous protège pas du réchauffement climatique, ne nous protège pas des maladies de santé, des pathologies psychiques, du burn-out, de l'angoisse, du stress, etc., qu'il faut adapter, ces instruments. En clair, moi je veux bien qu'on dise la maison brûle. Mais si on veut réparer tout ça, il faut le faire avec des instruments d'aujourd'hui. Parce que les instruments d'hier, pardon de le dire, mais ça m'avait beaucoup frappé, les gens disaient « Oui, le revenu universel, c'est pas bien. » Ok, vous proposez quoi? L'augmentation des salaires. C'est ça la proposition à gauche? Il n'y a que ça? Et qui décide de l'augmentation des salaires? Les patrons. Et vous les contraignez comment d'augmenter les salaires? Moi, je le sais bien, ça, j'aimerais bien. Ah oui, plus de gens dans les conseils d'administration, très bien, ok, combien de temps ça va prendre? Mais c'est quoi qu'on propose? Qu'est-ce qu'on propose pour tenir compte du fait qu'aujourd'hui, c'est pas un dangereux marxiste qui vous dit les robots remplacent les hommes. C'est le patron de Microsoft qui le dit. C'est le patron de Tesla, Elon Musk, qui le dit. Quels sont les think tanks aujourd'hui qui travaillent sur les revenus universels? Ceux de la Silicon Valley en Californie. C'est-à-dire ceux qui fabriquent les intelligences artificielles dont ils projettent que celles-ci vont, dans les métiers d'exécution, comme les métiers d'intelligence, remplacer progressivement les tâches humaines. Pas toutes, évidemment, heureusement pas toutes. Et c'est la raison pour laquelle il faut anticiper. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de raison que ce soit le chaos. Moi, ce que je vous propose, c'est pas « Ouh là là, comment on fait? C'est paniquant. » Il n'y a pas de panique. On a encore du temps. Mais mettons-le en débat et arrêtons de penser aujourd'hui que parce qu'on pose le principe d'un revenu universel, on va déséquilibrer toute la société. Oui, ça va changer. Mais comme en 1945, c'est une transformation radicale après-guerre. Mais ça va changer. Et je veux terminer par une chose sur le revenu universel. Et c'est là peut-être la dimension la plus utopique, je le concède. Mais en même temps, c'est la plus concrète. Au fond, pourquoi est-ce que les milieux économiques résistent à l'idée que chaque citoyen français ait 750 € de plus sur son compte tous les mois? On va dire, mais après tout, les gens les plus modestes, s'ils ont 750 €, ils vont les consommer. Ils vont se déplacer, ils vont acheter, ils vont faire du tourisme. Donc en gros, ils vont réinjecter de l'argent dans l'économie. Et donc de facto, les plus riches auront tout à gagner à des formes de consommation, dont j'espère qu'elles seront beaucoup plus sobres, mais qui leur profiteront par ricochet.
le sujet donc est-il économique? Parce qu'incontestablement, pour financer le revenu universel, il faut le financer par un transfert de richesse, donc une fiscalité nouvelle, et sur le revenu du travail, et sur le patrimoine, c'est indiscutable. Mais est-ce que c'est ça le vrai problème? Non, je ne crois pas. Je pense que le vrai problème, qui explique la résistance des milieux économiques, c'est quoi? C'est que, si je suis un homme ou une femme, qui gagne 1 400 € par mois, que j'ai ce seul salaire pour vivre, plus un peu d'aide sociale, mais que j'ai que ça, et que je suis obligé de tenir ce boulot-là, parce que sans quoi, je ne peux pas faire face à mes propres dépenses, le cas échéant, aux dépenses aussi d'éducation de mes mômes, de la famille, etc. Si je n'ai que ça, avec une armée de réserve, des chômeurs à la porte qui cognent, qui disent « moi je ne peux pas accepter de boulot », quelle est ma capacité à négocier dans l'entreprise? Quelle est ma capacité à exiger une amélioration de mes conditions de travail? Nulle. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, en plus, on constate une faible syndicalisation des salariés et un dépeçage des institutions représentatives ou des institutions de négociation depuis les lois El Khomri et les ordonnances Macron. Donc on est en train de dépecer la démocratie sociale au niveau interprofessionnel, au niveau des branches. On la renvoie aux entreprises. On sait que la négociation, pardon de le dire, ce qui dit ça rapproche les décisions des salariés. Bon, encore là où les décisions se prennent avec l'avis des salariés, ce qui est hélas pas souvent le cas. Mais je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Donc il n'y a pas aujourd'hui d'instruments satisfaisants qui permettent aux salariés d'avoir du pouvoir au moment où se discute la répartition des richesses, c'est-à-dire leur salaire. On sait ça. Et qu'est-ce que permet le revenu universel? Si je ne suis plus dépendant de mon seul salaire, qu'est-ce que cela change? Ça me donne une autonomie que je n'avais jamais connue ou que je vais redécouvrir et une capacité à négocier. La possibilité de décider de réduire mon temps de travail si on coupe la création du revenu universel avec une nouvelle législation en matière de temps de travail et de droit à passer à temps partiel, donc la capacité de négocier avec mon employeur. Un pouvoir que je n'ai jamais eu dans mon entreprise. Et c'est ça qui embête, c'est ça qui gêne. Ce n'est pas la question de la contribution du capital au financement du revenu universel, c'est le pouvoir et soudain la forme de respiration démocratique et citoyenne que cela donne par le fait que ça vous rendrait une capacité à négocier, vous redonnerait une autonomie, vous donnerait une autonomie que vous n'avez rarement ou jamais eue dans le monde du travail. Et c'est pour ça que moi j'y tiens. Parce qu'au fond, quand je reste, parce que moi j'ai une classique, au sens où moi je me sens toujours socialiste, et je le dis d'ailleurs tellement socialiste que j'ai quitté le Parti socialiste pour ceux par rapport à... Non mais au sens où je trouvais qu'il n'était plus fidèle à ça. Et quand Jaurès disait « faut faire rentrer la République dans l'atelier », que disait-il? Être citoyen quand on travaille, quand on est producteur. On doit rester citoyen. Et pour être citoyen, encore faut-il être équipé en droit, faut-il avoir du pouvoir. Et aujourd'hui, la lutte collective, moi je souhaite qu'elle se régénère, la lutte collective ou impuissant. Et c'est pour ça qu'il faut réarmer les individus aussi, les citoyens eux-mêmes. Et le revenu universel, ce n'est pas qu'un instrument de transfert de richesse et de lutte contre les inégalités, mais c'est aussi un instrument par lequel on redonne du pouvoir aux citoyens sur sa vie et dans l'ordre économique. Donc c'est une utopie réaliste. La 16, rouge. Je ne sais pas comment... Est-ce qu'on a encore un peu de temps ou est-ce que je vois que... Il y a un monsieur et une dame qui sont là. Vous êtes avancés. C'est cool, vous avez le droit, vous êtes venus, moi je vous adore. Merci à vous en tout cas. Salut. J'avais dit 16 rouges. Bon, il n'y a pas. 33 violets. Ah, si, attends, je crois qu'il y a eu moi, j'ai trouvé une 16 rouge. Ah, c'est rouge, pardon. Bonsoir. Encore une question, je trouve. Le printemps européen, c'est une très jolie formule, très bien trouvée. Est-ce que c'est de la com ou est-ce que ça correspond à quelque chose? Pour l'instant,
honnête, au sens où on souhaite un printemps européen, c'est-à-dire que l'Europe se régénère dans des projets qui soient des projets positifs, qui relient les peuples européens, les citoyens européens entre eux, mais pas n'importe quel citoyen. Moi, j'ai pas spécialement envie d'être relié à Orban, donc j'ai envie d'être relié à celles et ceux qui croient aujourd'hui que l'Europe est la seule échelle à la bonne taille pour lutter contre le dérèglement climatique. Je trouve, je le dis, particulièrement absurde de mettre en danger le projet européen quand on est confronté à ce péril climatique. L'Europe, quoi qu'on en dise, est à la taille des problèmes qu'on doit résoudre. Donc il faut la garder, sauf qu'elle fonctionne mal, qu'elle n'est pas assez démocratique, pas assez redistributrice, pas assez sociale. Donc il faut la changer de façon à ce qu'elle soit plus efficace qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est ce printemps européen auquel on aspire et auquel on vous appelle, parce qu'il faudra qu'on aille tous butiner toutes les fleurs un peu partout, mais et polliniser quelque part, si je prends une métaphore du monde des abeilles, mais politiser ces belles idées qui consistent à dire que la coopération, c'est toujours mieux pour les peuples que la compétition. Retrouver les travaux remarquables de Lévi-Strauss là-dessus, c'était... Bon, voilà, il y avait les plus grands anthropologues, les plus grands observateurs des sociétés humaines diront que la coopération, elle vaut mieux que la compétition, même si moi je ne rejette pas le principe de l'émulation, parfois de la concurrence, ça peut aussi aider, mais aujourd'hui c'est pas trop plein de coopération et d'un pas assez de concurrence dont on souffre. On souffre d'un trop plein de concurrence et d'un pas assez de coopération. Et c'est la raison pour laquelle le printemps européen, qui est un parti transnational, auquel Génération est membre, est un parti qui a construit un programme, qui est un programme où nous défendons le même projet en Espagne, au Portugal, en Pologne, voilà, et qui repose sur un travail collectif et commun. C'est-à-dire que c'est pas... on ne prend pas une franchise qui serait le PPE pour les conservateurs, le PSE pour les socialistes, et chacun a une étiquette européenne et raconte ce qu'il veut nationalement. Nous, on a construit une réponse politique commune. Et je pense que ça, c'est un progrès pour la démocratie européenne. Il y a un monsieur du mouvement européen tout à l'heure, mais ça, c'est un vrai progrès. Les partis transnationaux. Le nôtre est authentiquement transnational, et qu'on a vraiment... Et c'est dur, hein, je peux vous dire, d'organiser la démocratie, un parti au niveau européen. Déjà au niveau national, c'est compliqué, mais alors au niveau européen, c'est du boulot, surtout quand il faut organiser la démocratie au niveau européen. Mais là, on vient de se doter d'un binôme, un candidat à la présidence de la Commission, on a tous voté, qui est Yanis Varoufakis, ancien ministre de l'économie et des finances grec. On ne peut pas dire que ce soit le type le plus populaire auprès de Juncker et Moscovici, reconnaissons-le. Mais ça tombe bien, ce n'était pas le critère le plus important pour nous. Et une candidate à la présidence du Parlement européen, qui est française, d'ailleurs j'étais très content, j'étais très fier que nos amis européens choisissent une française, qui est Isabelle Thomas, qui est ministre. Donc elle n'a rien du tout, elle n'est pas ministre, elle est députée européen. Et voilà, qui sera comme candidate à la présidence du Parlement européen. Et donc voilà, on prend ces décisions ensemble, et je suis assez, pour vous dire, assez agréablement surpris finalement de la forme de fluidité à laquelle on parvient aujourd'hui dans le fonctionnement du printemps européen, ce qui n'était pas gagné d'avance, voilà, parce que faire de la politique au niveau européen vraiment, c'était pas si simple. Mais donc, pour l'instant c'est de la com, parce que ça n'est qu'un nom de parti. Demain, je souhaite que ce soit le grand vent qui souffle positivement sur la construction européenne. Une question ? On prend plusieurs encore ? Alors, 28 mauves. Oui, monsieur, au premier rang. Donc, pour introduire ma question, je vais reprendre les propos de Pierre qui disait que ce qu'il n'y a plus de roi, la valeur de loi. Donc, bien plantaine cette citation aujourd'hui avec Georges Juppé, avec le président Macron, en quelque sorte à faire un despotisme présidentiel. Donc, ma question est la suivante, sur le plan constitutionnel. Êtes-vous pour une réduction des pouvoirs du président de la République, et si oui, de quelle manière? Oui. Moi, je suis
franchement des contre-pouvoirs. Je pense que alors, la question porte sur les fonctionnements des institutions de la Ve République. Et cette monarchie électorale avec laquelle on fonctionne depuis maintenant 58 n'était pas très sérieuse. Je trouve pas très mature pour un grand peuple attaché à sa souveraineté, attaché à la démocratie comme le nôtre. On dit les institutions de la Ve, elles sont solides, oui, elles étaient solides, mais on peut en faire d'autres qui permettraient à la société de beaucoup plus respirer, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Peut-être faut-il voir, si vous ne le voyez pas, mais dans ce qui se passe aujourd'hui depuis 17 semaines avec les Gilets jaunes, comme le signal de la fin d'un cycle. Et la fin d'un cycle, on n'en sortira pas par un peu plus de démocratie participative, de capacité des citoyens à obtenir un référendum, si on ne met pas en face du président de la République des contre-pouvoirs permanents et efficaces. Or, ce qui dysfonctionne aujourd'hui dans la République, c'est l'impunité avec laquelle le président de la République peut diriger ce pays, plus que l'impunité avec laquelle il la dirige, avec laquelle son entourage dirige la République. Et on l'a vu avec l'affaire Benalla, qui est symptomatique de quelque chose de fou dans une démocratie. Vous vous rendez compte que, je ne sais pas dans quel autre pays européen c'est possible, un collaborateur du président de la République, pas n'importe lequel, celui qui était en charge de sa sécurité est chargé, contrairement aux déclarations du secrétaire général de l'Élysée et du directeur de cabinet, d'un projet de réorganisation de la protection personnelle du président de la République. Et ce collaborateur, sur ses heures de congé, de RTT en quelque sorte, décide de se mettre un brassard, un casque de police pour aller fracasser des étudiants dans la rue. Non, mais dans quel autre pays on voit ça? Mais vous vous rendez compte? mais oui, c'est incroyable, c'est lui qui a raison. Il faut qu'on se rencontre à la fin, parce que moi je vois mal, j'ai des projecteurs dans les yeux, mais c'est incroyable, c'est absolument incroyable. Et le plus dingue est que ce président de la République va au Danemark et va parler des Gaulois réfractaires au Danemark. Vous vous en souvenez de ça? Le Danemark, modèle d'une démocratie scandinave, où un ministre qui se gourde de carte bleue au moment de s'acheter un Kinder, eh ben, il se fait attraper. Et là, il va vous dire, oui, quand même, vive la démocratie scandinave, c'est formidable, votre modèle, regardez chez moi, c'est très compliqué avec les Gaulois réfractaires. Mais c'est lui qui est réfractaire au changement. C'est lui qui a un cerveau de l'ancien régime. C'est lui, objectivement, qui a un cerveau enquisté dans une conception du pouvoir, qui est d'une immaturité complète. Et on le voit, c'est un enfant qui jouit du pouvoir. Poutine, vous allez voir comment je vais lui serrer la main. Détends-toi, mon garçon. Détends-toi. Vous aviez les journalistes quand il y avait Trump qui était là, vous l'avez vu, il lui a bien serré. Non, mais détendez-vous. C'est incroyable. Le pouvoir, ce serait ça, mais pitrerie. Alors, pitre, parmi les pitres, vous avez maintenant... 5 secondes sur ce Christophe Castaner, sérieusement. Sérieusement. Non mais, voilà un type. Il va finir par réhabiliter Pasqua, ce garçon. Non mais il n'y a pas pire, mais il est ridicule surtout. Le garçon fait la loi anti-casseurs. Nous avons un mouvement des Gilets jaunes qui est réprimé. Honnêtement, vous pensez ce que vous voulez de ce mouvement. Il y a même des gens qui sont infréquentables dans ce mouvement. Mais la répression policière, moi j'en témoigne comme dirigeant d'un mouvement démocratique national. Les membres de Génération, c'est pas des casseurs, hein, je vous le dis, c'est plutôt des gens tranquilles. Voilà. Des calmes. Non, mais c'est vrai, des calmes. Des fois, les gens leur disent que c'est bien d'être un peu moins calme. Mais vraiment des calmes. Et je les remercie d'être bienveillants et calmes. Mais de toute la France où sont remontés, de nos membres, le témoignage de violence policière. Et eux, je leur fais confiance du début jusqu'à la fin. Ce qu'ils nous ont dit, d'ailleurs, est parfaitement raccord avec le nombre de blessés, de gens mutilés, etc. Et c'est Christophe Castaner qui un petit ministre de l'Intérieur, mais tout petit. Parce qu'il a lu dans les livres qu'il fallait être le patron des flics, défendre ses troupes coûte que coûte. Vous le voyez, là, il joue au cador, mais c'est un petit bonhomme. Parce que quand on est ministre de l'Intérieur et qu'on réduit à ce point les libertés publiques
qu'on ignore ce que sera le danger fasciste demain et la façon dont ils utiliseront les lois votées au nom de la République, mais qui sont des lois de restriction des libertés fondamentales, c'est qu'on est un petit, tout petit bonhomme. Ça, je le dis pour que cette personne-là. Non seulement il est tout petit, mais il est méprisable. Voilà. Donc, je reviens à la 5e République. Pardon. On est aujourd'hui dans un régime qu'il faut changer parce qu'il donne trop de pouvoir à une seule personne, parce que ce qui est immature, je l'ai répété pendant toute la campagne présidentielle, et je l'assume, c'est de croire qu'un seul parmi nous détiendrait le génie capable de nous sortir de toutes les ornières dont nous ne sommes pas sortis depuis 25 ans. Ça n'existe pas. Que seule l'intelligence collective, et elle peut avoir des formes différentes dans l'organisation de la vie démocratique, est capable, nous offrira les moyens de changer la répartition des richesses, de nous tourner vers un modèle de développement qui soit sobre sur le plan énergétique, respectueux de la biodiversité, capable de lutter contre le dérèglement climatique. Tout ça est évident, mais en France, on pense que on peut continuer avec un système qui est un système, en fait on se moque des Algériens parce qu'ils ont eu 5 fois Bouteflika, mais nous, d'une certaine manière, Bouteflika avec des noms différents, mais ça ne changeait rien non plus. Quatre fois. Bouteflika. C'était 4 fois. Il voulait la 5e, mais il a eu que 4. Bon, Une dernière question, je crois. Alors, et après, on va arrêter. Une dernière, alors, oui. C'est la 11, rouge. La valide. C'est les élections européennes, je vais dire en anglais, c'est Yellow, Nobody. 21 jaunes. Comment on dit saladier en anglais? Donc c'est 21 jaunes. Il n'y a pas? « 18 mauves. » 21 jaunes. Voilà. Et Richard, je suis de gauche depuis très très longtemps, très triste de l'état de la gauche actuelle, de son éparpillement. J'ai eu un espoir en écoutant un matin France Inter M. Guzman. J'ai cru qu'il allait réussir à réunir la gauche. Qu'en est-il de l'avenir de la gauche en France et en Europe, s'il vous plaît? Bon, c'est bien qu'on termine la dernière question sur celle-là, parce que d'abord il faut parler de la gauche et de l'écologie. Parce que moi je ne crois pas qu'il y ait d'écologie qui ne soit pas de gauche, je vous le redis. Je pense que, je l'avais dit à Raphaël, réunir des partis résiduels sur la base de programmes politiques du siècle passé, quoi qu'on en dise, ça ne marchera pas. Et Raphaël a choisi une méthode qui était une mauvaise méthode. On ne peut pas aujourd'hui décider comme ça sur un impératif qui serait « c'est horrible, si on ne se réunit pas, on sera faible », ça ne suffit pas. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin, nous, la gauche, on est en avance d'ailleurs pour le coup sur les autres, parce qu'on a connu l'échec, le désastre électoral que j'ai vécu moi aux élections présidentielles. On est en avance sur justement ce sur quoi et autour de quoi la gauche et l'écologie politique devront se reconstruire. On a pensé bien plus que tous les autres la question de la révolution numérique, de la transformation du travail, de l'immense métamorphose démocratique, ce qui se passe avec le dérèglement climatique. On a réussi à faire coïncider pour une partie d'entre nous l'exigence écologique et l'exigence sociale. Je dis bien une partie parce que ce n'est pas le cas de tous. Tout ça, on est en avance. Mais là où la méthode n'était pas la bonne, c'est celle qui consistait finalement à dire tout se transforme, sauf la petite cuisine politique. Et c'est là la raison pour laquelle je veux le dire que la seule proposition qui est sérieuse qui a été mise sur la table, c'est celle qu'a fait Génération, pas seule d'ailleurs, d'une votation citoyenne. Qu'est-ce qu'on vous a proposé? C'était justement de sortir de ce truc qui ne peut pas marcher. Raphaël, sauf à
lui aussi penser qu'il est investi de pouvoir surnaturel, mais vous ne décidez pas de dire au PC, au PS, à Génération, aux écolos de se mettre tous ensemble sur quoi? Sur des gens qui retrouveraient le groupe socialiste européen qui propose Timmermans à la présidence de la Commission européenne. Alors, on me dit mais non, les socialistes ne défendent pas ça. Et vous avez vu ce qui vient de se passer? La tête de liste du SPD allemand, qui est la candidate à la présidence du Parlement européen pour les sociodémocrates, applaudit des deux mains la proposition d'Emmanuel Macron sur l'Europe. Et avec elle, le groupe socialiste européen. Donc on est avec qui? Ils sont avec qui? Alors peut-être que les Français n'y sont pas tout à fait, mais alors qui quitte le PSE? Pourquoi ne le font-ils pas? Ah bah parce que c'est plus compliqué. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Les Verts aujourd'hui retrouvent un chemin qui est différent, qui est de dire finalement l'écologie elle sera entre ni droite ni gauche, c'est plus notre affaire, la reconstruction de la gauche, et on pourrait être finalement mouvement charnière entre les libéraux, les conservateurs d'un côté, la gauche de l'autre. Donc il y a des débats stratégiques importants. Ça ne se résume pas par le fait de dire on est tous pour la transition écologique, chouette, merci de présenter moi le type qui n'est pas pour quand même. Trump, qui pense que le climat c'est les Chinois, donc lui aussi. Pas le comparer à Castaner quand même, mais. Oh le pauvre. Je ne saurais pas à qui je pense que je dis oh le pauvre. Bon bref, transition écologique. Donc voilà, on est pour qu'on sorte de la logique de réduction des déficits. On est pour, mais encore faut-il dire qu'il faut changer les textes qui aujourd'hui nous contraignent à ces politiques d'austérité. Que ce n'est pas un mal nécessaire, c'est indispensable qu'on arrête. Bon, etc., etc. Donc en gros, on aura un programme qui serait tellement finalement évident qu'il ne supposerait aucune prise de risque pour qui que ce soit. La politique, ce sont des choix intellectuels, idéologiques et stratégiques. Dire avec qui vous allez diriger. Parce que si vous ne dites pas avec qui vous allez diriger, si vous concevez un moment finalement de vous allier avec des libéraux ou des conservateurs, de dire que Emmanuel Macron est peut-être celui par lequel l'Europe peut sortir de l'ornière honnêtement, ça démolit tout ce que vous avez pu dire sur le fond et idéologiquement avant. Donc on en est là aujourd'hui, à gauche. Il y a des désaccords stratégiques. Et pas des petits désaccords, moi j'en ai solides avec Mélenchon, sur la question stratégique. On sera assez vite d'accord sur le fond, hein, sur ce qu'il faudrait changer. Mais on verra que pour y arriver, on n'est pas d'accord. Et ce chemin-là, aujourd'hui, il explique que la gauche soit éparpillée. Première chose. Mais qu'est-ce qu'on avait proposé, nous, pour dépasser ça? On s'était dit, il faut qu'on essaye de voir ce qui n'est pas possible avec les appareils, comment est-ce qu'on peut demander aux citoyens de gauche et écologistes, finalement, de construire une liste et un projet politique en hiérarchisant et les idées et les personnes. Est-ce que c'est possible? Pas possible. Et là, on a eu cette idée qu'on a proposée, c'était de dire, vous voyez bien que les discussions d'appareils ne mènent nulle part, que les chefs à plume, quand ils se mettent dehors ou dedans, ça ne change rien, tout le monde dit qu'il est pour l'unité, mais à condition que ce soit derrière lui, et Raphaël le mesure. D'ailleurs, la seule solution qui lui reste, d'ailleurs, à Raphaël, c'est de savoir, aujourd'hui, je ne sais pas quelle est la réponse qu'il fera, c'est s'il rejoint le Parti Socialiste ou pas. Il peut, hein. Ben bon, du coup, il n'y a pas d'unité, hein. Il intégrera le PS, mais bon, ça c'est son choix. Je pense que, vu ce qu'il a écrit, vu ce que Thomas Porcher a écrit, c'est pas possible. Hein, je ne le crois pas politiquement, mais bon, c'est la solution qui leur reste. Ou de faire ce que moi je crois plus important, c'est pour le coup de venir avec nous, puisqu'il pense exactement ce qu'on pense. Donc, mais on verra. Ça, après, maintenant, depuis la présidentielle, je ne fais plus de prévision sur le comportement des gens. Mais là, j'ai plus confiance en eux quand même que ça n'a rien à voir, parce que Raphaël est avec moi, donc j'ai confiance en eux, mais quand même, je fais plus de prévision. Donc, et qu'est-ce qu'on avait proposé, nous? Votation citoyenne, c'était quoi? C'est-à-dire, on hiérarchise les idées, on prend des engagements stratégiques, et on propose aux citoyens de faire la liste. Comment on aurait fait une liste, là, ils vont me dire? Et bien, on proposait un vote préférentiel. On disait, ouh là là, c'est très compliqué. Pas du tout. Vous auriez eu, admettons, 8 listes de gauche et écologistes qui se présentaient au suffrage des citoyens de gauche et écologistes qui voulaient voter. Et le vote préférentiel, c'est quoi? C'est comme à l'Eurovision. C'est très simple, c'est la comparaison la plus simple. C'est que vous donniez vos 3 premiers. En 1, je suis un vieux militant communiste, je considère par fidélité.
je mets la liste communiste de Yann Brossat. En 2, je considère que, comme communiste, aujourd'hui, on ne peut plus ignorer le défi climatique, je mets la liste de Jadot. En 3, j'aime bien le revenu universel de Hamon, même si ce n'est pas les européennes, je mets la liste génération. 3 points pour la liste PC, 2 points pour la liste Jadot, 1 point pour la liste génération. Et ainsi de suite, vous auriez fait un choix qui était celui de dire vos préférences sans exclure. Quel était le gros défaut de la primaire? C'est que vous choisissiez mais vous excluiez. Si je suis pour celui-là, j'exclus les autres, et d'ailleurs ils se sentaient tellement exclus que plus personne aujourd'hui, ou ils n'ont pas été très nombreux, a respecté dans les faits le principe d'une primaire qui consistait à dire je soutiens évidemment le candidat qui a été choisi par le peuple de Gauche. Donc on l'a constaté, j'ai essayé d'en tirer les leçons moi, et on a proposé cette votation citoyenne. Vous auriez fabriqué la liste, puisque la liste qui aurait eu le plus de points aurait eu la responsabilité de mener la liste et de la composer ensuite à due proportion du nombre de points reçus par chacun. C'était totalement innovant. Et est-ce que, par ailleurs, est-ce que ça n'est pas quelque chose de ce que vous êtes? Laquelle ou lequel d'entre vous est résumé par une étiquette de parti? Laquelle ou lequel d'entre vous peut dire bon, ben, moi, quand je suis en politique, je suis, ben alors, FI, uniquement FI, j'ai pas un gramme de PC, pas un gramme d'écolo, pas un gramme de génération, je pense que dans la FI, il y a tout ça. Et rien d'autre, et je suis que ça. Bon, il y en a peut-être qui disent ça, mais honnêtement, ce ne sont pas majoritaires. Chacun d'entre nous a aujourd'hui une culture politique hybride. Pourquoi? Parce que la gauche, elle est justement, comme vous le disiez, en train de se transformer, de se reconstruire. Qui aurait pu dire que la question de l'écologie, du rapport à la croissance, au productivisme, au consumérisme, aurait à ce point transformé la gauche, au point aujourd'hui qu'un mouvement comme le mien ne puisse plus se dire seulement socialiste, mais se dit socialiste à condition d'être écologiste et écologiste parce que social. Voilà ce qui a profondément changé. Ce qui fait que nos identités, elles sont pas résumées par les vieux partis des années 80, c'est pas possible. On ne peut pas dire maintenant je suis que PC, ou je serai que Génération, même si Génération n'est pas un mouvement des années 80, vous l'aurez compris. Ou je suis que LV, parce que là c'est déjà pas les années 80, mais le XXe siècle. Donc, c'est la raison pour laquelle on a pensé que cette méthode serait la bonne. Bah, on a eu des réflexes pavloviens des chefs de parti, ça vous en dit long sur le fait que qu'il n'y avait pas grand-chose à attendre de ce côté-là. À la minute où je le proposais sur RTL, il y avait d'autres leaders partis qui étaient sur d'autres matinales qui décochaient la réponse, parce qu'en direct, des fois, vous êtes interrogé sur ce que disent les autres, etc., pour dire non, 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 mais même pas étudier ce qu'on proposait, le fait qu'on pouvait voter électroniquement, que tout était sur la table, la transparence sur l'utilisation des informations et des données, qu'on avait une technologie qu'on aurait parfaitement pu partager, et on s'était tourné vers des sociétés qui avaient organisé un vote à Barcelone avec Ada Colau, la maire de Barcelone, sur ce modèle-là. Tout était par ailleurs amendable, discutable, c'était non. Niet. Bon, bah donc acte. La votation citoyenne, nous n'avons pas pu l'organiser. Et là, c'était un vrai gage de rassemblement de la gauche. Parce qu'on ne le faisait pas sur des bases qui étaient des bases... c'est pas du sable, quoi. C'était sérieux. Donc, bon, bah moi, je le regrette. Maintenant, ça ne veut pas dire que la gauche ne se rassemblera pas. Elle le fera. Elle se rassemble d'ailleurs, j'hésite pas à le dire. Moi, vous savez, quand François Sivignon, qui est l'ancien président des Médecins du Monde, vient avec nous, on n'a pas mélangé nos sangs, nous. Hein, elle n'est pas cartée hein, chez nous. Quand le patron du SAMU social de Paris, Éric Liez, rejoint notre liste, c'est pareil. Quand Salah Mokrane, une des figures du mouvement des motivés, ZDA à Toulouse, rejoint notre liste, on n'a pas mélangé nos sons non plus. C'est une gauche qui s'est toujours méfiée de l'engagement politique sous la forme partisane et qui nous rejoint parce que la question aujourd'hui de l'égalité des droits est devenue si urgente et si centrale qu'une personnalité comme Salah Mokrane juge l'engagement nécessaire. Quand Sarah Swali, qui est de Marseille, des quartiers nord, qui a 26 ans, qui est à la fois doctorante en droit et championne du monde de kickboxing, nous rejoint, c'est pareil. On est dans des choix politiques qui sont des choix politiques forts. Et donc on rassemble déjà. Et c'est la raison pour laquelle je veux vous dire, c'est assez simple. On peut se désespérer, il y a des gens, toujours des avocats, des oiseaux de mauvaise augure qui disent « Ah, c'est pas bien, c'est pas bien ». Oui, ça pourrait être mieux, indiscutablement. Mais choisissez le 26 mai ceux
dont vous êtes persuadé qu'il vous offre, non pas la garantie ou la certitude, ça n'existe pas, mais vous donne la conviction qu'ils sont honnêtes et porteront véritablement une exigence de gauche et écologiste. C'est ça une seule chose que vous avez à faire. On n'a jamais le paysage de le rêver. Moi, si j'avais rêvé ma vie, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Vous voyez ? Eh ben, oui, le paysage à gauche, il est aujourd'hui plus divisé qu'on le souhaiterait. Mais parce qu'il y a encore du chemin à faire. Ce n'est pas un hasard. Il y a encore du chemin à faire. Je le dis vraiment sincèrement, je pense qu'il y a encore du chemin intellectuel et politique à faire. Et l'élection européenne nous y aidera. Ça dépendra de la façon dont vous, par votre vote, hiérarchiserez ce qui vous semble important. Les mouvements politiques qui doivent piloter cette régénération, cette reconstruction, et je prends le mot, cette renaissance de la gauche, parce qu'on a encore un joli mot détourné par qui vous savez, cette renaissance de la gauche. C'est à vous de dire qui doit piloter tout ça. Voilà. Vous avez le pouvoir entre les mains.